Bonsoir à toutes et à tous. Je suis en train de faire une manifestation technique parce que je me suis rendu compte que c'était pas le logo derrière moi, mais ça y est, il y est. On est lundi soir, il est 21h05. Si vous nous regardez, vous savez déjà ce que je vais dire. C'est l'heure de 66 millions de procureurs. On est très content de vous retrouver, bien évidemment. On espère que vous allez bien. Je suis entouré ce soir, comme d'habitude, de mes fidèles compagnons. Maître Bensam à gauche, Bonjour. Renzido à ma droite. Opinion politique, bien évidemment, non contractuelle selon ce que je viens de dire. On est ce soir ensemble, d'abord pour faire notre petite émission, qui sera cette fois-ci une émission débat, puisque la semaine dernière, c'était le quiz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Restez jusqu'au bout, il y a des petites annonces à faire, peut-être même qu'il y aura un petit teasing avant, enfin bon... Peut-être qu'on peut même le faire en intro, le Ouais, teasing, je On peux fait en voir ça, si si vous vous restez bon, restez pas alors, jusqu'au on bout. va le Allez, faire allez, en allez, intro, allez, on va le faire en intro, mais en gros, on se diversifie, on va faire des choses, on va vous inviter encore plus à venir participer avec nous. Qui s'y colle? C'est Maître Ben, c'est Renzilou? Ça va être notre Benz, peut-être? Eh ben, déjà, on vous annonce que dimanche prochain, on va faire quelque chose d'assez particulier, un petit tournoi Mario Kart sur Switch. Alors, pour ceux qui connaissent, qui nous connaissent bien en tout cas, vous savez qu'on aime beaucoup ce jeu-là et donc on va, faire un tournoi à 12. Alors les 12 premiers, enfin les 9 premiers vu que nous on y participe, inscrits seront les 9 participants. Donc n'hésitez pas à nous communiquer tout ça. Ça va être cool, ce sera à 17h, c'est ça, hein? On a dit 17, hein? Ouais, 17h, je ne dis pas de 17h conneries. dimanche. Donc ça, voilà, c'est un peu cool. On avait décidé de faire, un peu d'entertainment pour agrémenter un peu de tout cela. J'aimerais bien, tiens, Mario Kart et bah, Il y a voilà, tu il y a plus que peux 8 slots. voilà, tu peux d'ores et déjà bloquer ton dimanche 17h. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Alors attendez, on a même fait un nouveau truc. On a fait un petit Linktree. Je vais vous donner ça dans le chat. Vous avez tous nos liens. C'est très pratique. Comme ça, vous cliquez dessus et vous pouvez même nous envoyer un petit email et tout. C'est bien foutu. Excusez-moi, mon micro était coupé. Ce qui est beau, les gars, en plus, c'est qu'à 17h, on fait le tournoi, à 18h, il y a la Formule 1. Donc, les passionnés de course automobile vont être au summum. Pour me faire les deux en même temps, du coup. Plutôt, parce Euh, qu'à 18h, on n'aura peut-être pas fini. ouais, je pense Mais qu'on aura pas fini. Oui, tu voulais dire quelque non, chose? Ouais. continue, je t'en prie. Non, bah voilà. Quoi d'autre? Eh ben, le quiz spécial. Tu vas peut-être nous en parler un peu. Le quiz spécial qui est, ça a été demandé, hein, le Ah, instant Ouais, Mario Kart, ouais, ouais. l'impulsion. On en parle depuis le début de notre projet Mario Kart, hein, ce fameux tournoi qu'on devait faire depuis le mois de mai, donc là, c'est un peu concrétisé, mais durant notre dernier quiz, pour ceux qui étaient pas là, il y a eu une forte demande de la part des perdants, il faut le dire, hein, pour avoir un quiz qui ne concerne pas de la culture générale, même si on pourrait penser que Pokémon est de la culture générale et oui, effectivement. Vous nous avez demandé, vous étiez plusieurs à nous demander un quiz spécial Pokémon et ça tombe bien puisque le 19 novembre, c'est la date de sortie des remakes de Diamant et Perle et donc on s'est dit que le jeudi 18 au soir, à 21h probablement, mais ça on vous le confirmera, à moins que ça ait déjà été confirmé, je ne sais pas. On va aller faire un petit quiz Pokémon avec des lots exceptionnels Tout à à la fait. clé sur lesquels on On va communiquer bientôt. on vous Voilà, en dit pas plus. En tout cas, soyez là, donc hein, parce que ça, fallait voir la tête de Whisky the Kitty quand tu dis pardon. Mais il y a pas que vous qui avez demandé le non, non. quiz, même si on a bien noté votre deuxième place. Bravo à toi Whisky the Kitty. On tient à rappeler que c'était en l'absence de Camo Kato. Oui, d'ailleurs, Qui rebonjour à d'ailleurs toi, est de Camo retour, Kato, qui est bien, ici. bon, Ouais. voilà. Mais bon, puis bonjour à tout le monde, d'ailleurs. Ah, Carac Oui, aussi. Salut. salut Akar. Bah, Non, les mais vainqueurs de quiz sont là, hein. attention, le moment où on Les annonce all-stars. une nouvelle compétition, on peut pas déjà Je faire preuve de les favoritisme mecs sur la sont là, dernière. quoi. Hein. Non, Non, mais non, tout est mais fait là, hein. mais si on récapitule, donc ce dimanche, on a un tournoi Mario Kart. Alors peut-être qu'on va faire en sorte d'avoir un tournoi un peu régulièrement pour peut-être, voilà, décider à la fin de la saison d'un grand vainqueur. Grave. Ça dépendra de vous si vous avez envie. Donc dimanche, le tournoi Mario Kart, comme on l'a déjà dit 15 fois, j'espère que vous avez bien noté. N'hésitez pas à nous dire si ça vous 17h, intéresse. revenez. Voilà. Non, mais vraiment, en fait, parce qu'en fait, c'est premier arrivé, premier servi. Donc si vous ne nous dites pas que vous êtes intéressé, il y aura Mais pas de on place pour va, vous on va quand vous leur faire un essayez. petit doodle. Hein. Ils On peuvent va se leur faire un manifester déjà s'ils veulent réserver une place. Mais pour l'organisation, ce sera quand même mieux qu'on fasse un petit Google Sheets ou autre pour que ce D'accord. soit un peu carré. Mais vous inquiétez pas. Enfin, déjà, n'hésitez Si vous pas à voulez juste nous envoyer un réserver, message voilà. sur n'importe quelle plateforme et on C'est ça. on C'est on prend vos noms, c'est quoi. comme en boîte. Si tu connais le videur, t'inquiète, appelle et prends une table. Exactement. Voilà. Donc le lendemain, lundi prochain, ça sera notre retour sur l'actu qu'on a déjà fait 2 fois. Mmh. Donc là, nous serons donc le, 15
Le 18 au soir, comme on l'a dit, le quiz Pokémon avec des lots absolument incroyables. Le 22, ce sera notre émission thématique sur retour sur la COP un petit peu. On n'a pas encore exactement l'angle, mais on va parler des De questions l'environnement, ouais. environnementales sous le prisme des résultats de la COP 26 de Glasgow. On a déjà des gens intéressés pour participer en plateau, donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Il reste une place, je crois. C'est Donc ça. on sera ravis de vous compter parmi nos intervenants. Ce sera le retour d'une vraie émission avec des vrais gens de l'extérieur qui viendront donner leurs vrais avis, comme ça on n'aura pas donné le nôtre. Et puis le 29, ça sera Bah, le quiz classique, normal. hein. Ouais. Le 29 sera le quiz normal. Donc voilà, ça fait un programme du mois de novembre très chargé. Nous, notre objectif, on a un objectif. On a un objectif, c'est d'être affilié Twitch à la fin du mois, ou en tout cas après les 30 jours. Donc c'est-à-dire, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça tombera. Je crois que Mais ça se fait sur assez rapidement. Voilà. Mais Donc ouais. on a besoin de vous. En vrai, on a un peu tout ce qu'il nous faut. Il nous faut juste meubler, mais on va faire du meublage de qualité. C'est pour Parce ça que qu'on parce vous qu'en gros, ce propose. qu'on vous dit pas, c'est qu'une fois qu'on est affilié Twitch, vous pouvez nous donner de l'argent et ça nous intéresse Voilà. vachement. Ah là, Ah bien bah là, sûr. les subs Amazon Prime, ils ont intérêt à Exactement. tomber, hein. Parce que vous allez voir, avec ce budget, on vous Nous aussi, on va mettre le petit icône pour spammer. On va écrire sur le chat toutes les 5 minutes. Ton Twitch Prime n'est pas utilisé. Pense à nous. Tout à fait. Tout en Voilà. parlant d'environnement, parce que Bien sûr. tu vois. Évidemment, évidemment. Mais aujourd'hui, donc, Bref, on va parler d'Europe. Alors, l'Europe, évidemment, c'est comme dire aujourd'hui, on va parler de la France. On va parler Ouais. du monde. On pourrait prendre beaucoup d'angles. On a choisi certains que je vais vous expliquer un petit peu pendant mon introduction. On va pas être exhaustif, hein, c'est jamais le but de nos émissions, de toute façon, d'être exhaustif. Mais s'il y a des choses particulières qui vous intéressent, si vous voulez évoquer certains sujets dans le chat, surtout, n'hésitez pas. On reviendra évidemment, dans le futur sur les questions européennes quand ça sera plus pertinent. Mais, si vous n'aviez pas d'autres choses à ajouter durant l'introduction, messieurs, je vous propose que nous commencions notre émission du jour. C'est bien bon. C'est bon, Adrien aussi? Ah ouais, tout à fait. Très bien, très bien. Bon, alors, on avait parlé de notre retour sur l'actu. On aura évidemment l'occasion d'en reparler ce soir, mais la crise entre l'Europe et la Pologne s'enlise un petit peu alors que les cicatrices du Brexit sont encore vives. Eh bien, dans ce contexte, la France s'apprête à prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne au 1er janvier. Mais ça tombe mal parce que ça tombe pendant l'élection présidentielle qui est, je vous le rappelle, les 10 pour le premier tour et 24 avril pour le second, 2022. Emmanuel Macron sera donc double casquette, chef d'État à la tête du pays qui dirige le Conseil de l'UE et candidat à la présidence de la République française, si il se présente à sa succession. Il y avait une règle qui laissait le choix au président qui doit présider le Conseil et qui connaît donc des élections importantes durant cette période. Effectivement, Emmanuel Macron avait la possibilité de demander un report de la présidence française, mais il a décidé de ne pas le faire. Effectivement, à Carré 88, il n'est pas candidat pour l'instant. Donc ce choix, le choix d'Emmanuel Emmanuel Etron. Oh là 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 là. Ce choix donc va compliquer l'exercice de la présidence française de l'Union parce qu'il y a ce qu'on appelle une période de réserve qui va s'appliquer dès mi-mars. Et donc à partir de mi-mars, plus rien ne pourra être fait. Et en plus, il faut envisager qu'éventuellement un autre président assume le bilan de cette présidence française devant le Parlement européen en juin 2022, si Emmanuel Macron n'est plus président en juin prochain. Bref, en plus, là, pour le double effet qui se coule, ça tombe mal, mais on y reviendra, parce qu'il n'est pas dit qu'à cette époque, la nouvelle équipe gouvernementale allemande soit en place et prête à accompagner, discuter, débattre ou critiquer les positions françaises. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un moment important pour la France qui aura à cœur de pousser un agenda qui devrait être dévoilé dans les prochaines semaines par le président de la République, Emmanuel Macron. En France, les candidats à l'élection présidentielle, eux, n'ont dans leur majorité pas encore dévoilé leur projet pour l'Europe. Ça ne les a pas empêchés, eux ou leurs lieutenants, de se positionner. L'Europe est un sujet qui permet facilement, rapidement et à moindre coût de se positionner sur la scène politique de manière forte sans trop cliver. Les positions sur l'Europe ont effectivement tendance à moins choquer que les déclarations radicales sur des sujets franco-français. Ainsi, on a bien vu que chacun y est allé de son opinion sur la décision polonaise de manière plus ou moins opportuniste, mais je suis sûr que nous aurons l'occasion d'y revenir aujourd'hui. Oui. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on ne va pas être exhaustif, c'est jamais le cas de nos émissions. On va parler de certains sujets qu'on a identifiés avec Adrien et DB là aujourd'hui. Mais si vous êtes un expert de la réforme de la PAC, si vous êtes incollable sur le Digital Markets Act ou que vous voulez faire un premier retour d'expérience sur le RGPD, eh bien, on sera ravis de vous entendre. On vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de venir nous rejoindre à l'oral. Voilà,
si un petit message dans le chat et on vous enverra un lien pour que vous puissiez intervenir. N'hésitez pas. Mais on note vos intérêts pour les sujets européens, pour pouvoir dans le futur avoir une émission un peu plus spécialisée. Voilà, voilà. Bah, Bien écoute, sûr. je Moi, pense que tu peux nous parler de déjà, la Pologne peut-être. une petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Que tu dis que c'est compliqué pour la présidence de l'Union, mais alors c'est quoi la raison pour pas reporter? Si jamais il peut plus rien faire à partir de mars, si jamais l'Allemagne n'est pas encore en place, c'est que électoral? Alors l'Allemagne, ça se passe plutôt bien. On sait déjà que ce sera Olaf Scholz qui sera chancelier. Il y a une alliance qui semble quand même qui semble se dessiner là aujourd'hui avec les Verts et le FDP. C'est marrant comme nom là, ça, le FDP, les libéraux. J'avoue. Et donc l'équipe gouvernementale sera peut-être en place, mais en fait les négociations au-delà du gouvernement, elles vont plus loin en Allemagne, hein, parce qu'ils vont vraiment décider ils font un contrat de coalition, ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Donc peut-être que l'Allemagne sera en place. Et en plus, l'Allemagne prend la présidence du G7 en janvier. Donc c'est Mmh. intéressant parce qu'on pourrait avoir donc la France à la tête de l'UE et l'Allemagne à la tête du G7. C'était un moment absolument incroyable. Il s'avère qu'Emmanuel Macron, bah, ça va lui permettre quand même de se positionner pendant la campagne présidentielle comme étant le chef d'État français, en plus celui qui impulse un peu l'Union européenne. Donc je pense que c'est assez électoraliste. Ouais, OK. Et le saviez-vous? C'est déjà arrivé. Et oui, en 1995, au premier semestre 1995, c'était la présidence tournante française de l'UE. Et à cette époque, il ne vous échappera pas qu'il y avait une élection présidentielle et il y a même un changement de président au milieu. Donc c'est pas nouveau, mais moi je vous avoue que j'ai été très surpris de savoir qu'Emmanuel Macron pouvait demander le report, parce que si on croit vraiment qu'on a vraiment envie d'avoir un agenda européen à pousser, Bah, c'est ouais. pas les meilleures circonstances, quoi. OK. Enfin, Et ben je sais pas, merci non, si vous avez pour ces une précisions. opinion sur ce sujet, je Ah, serais ravi hésitez de. pas, hein. Non, mais même vous deux, hein. Non, bah, moi je pense effectivement au vu des informations que tu nous donnes, pas trop d'autres raisons que pour des raisons électorales, donc un peu Oui, chelou, moi je mais pense que c'est ouais, ça, sans l'avoir dit clairement, je pense que c'est les raisons électorales, effectivement. donc ouais, bon, ma foi. Et ben, écoutez, n'hésitez pas à réagir. En tout cas, moi, je vais vous reparler une fois encore de la Pologne. Donc, on en avait déjà parlé pendant, un retour sur l'actu, me semble-t-il. Alors, très rapidement, hein. L'Europe, la Pologne, je vous le rappelle, est actuellement dirigée par un gouvernement qui est constitué par une coalition de 3 partis d'extrême droite et qui mène une politique qui peut être qualifiée, d'ultra-conservatrice, qui s'oppose souvent à la ligne politique fixée par l'Union. L'été dernier, par exemple, il y a eu, des barbelés, sur 180 kilomètres à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie afin de repousser des migrants du «territoire sacré», je cite, de la Pologne, selon les mots du premier ministre. Pas du tout connaisseur sur ces sujets, sorry. Et ben, c'est pas grave, salut à toi. Alors on en avait déjà parlé, hein, il y avait aussi cette décision de la Cour constitutionnelle d'octobre 2020 qui restreignait le droit à l'avortement, qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment récemment à cause de la mort d'une femme qui n'avait pas pu avorter, plus tôt. Isabella. Isabella, tout à fait. Oui, c'est comme ça, hein? Oui, OK. Ils sont arrivés comment au pouvoir? Abstention. Bonne question, vous savez comment ils sont arrivés au pouvoir? J'avoue que j'ai pas suivi le je sais juste que c'est des mecs d'extrême droite. Bah, ils sont arrivés au pouvoir de manière tout à fait légitime, enfin, je veux Oui, dire, oui, ils ont non, pas mais contre un on gouvernement. demande abstention. Est-ce qu'il y a eu une grosse partie d'abstention? Je ne sais pas. Je vais me renseigner. Faudrait vérifier. Notre fact-checker est en ligne. On est sur De qui LCI ici. D'ailleurs, si vous vous salut la ennuyez, vous oui, pouvez aller voir la j'ai primaire de la droite sur LCI, mais Ouais. on c'est est mieux ici quand maintenant. même. Ah, il y a pas de titre? Ah bah si, il y a un Bah titre. si, il y a un titre, 2 points, l'Europe. l'Europe. Bonjour la petite loutre, on parle Europe. Alors c'est vaste, hein, donc on a décidé de parler, de pas du tout être exhaustif, Alexis l'avait dit, mais on Je l'ai dit va 4 évoquer fois à peu quelques près. sujets. Ouais, bah, on leur dit une cinquième. Et là, moi, je vous parle de la Pologne et de ce qui s'est passé récemment. J'ai peut-être une Alors donc information avant que tu continues pour répondre ouais, à vas-y, Casimir. bien sûr. Donc, l'élection, parlementaire polonaise de 2019 qui a donc, vu arriver le PiS le PiS au pouvoir, Décidément le nom. a donc eu 43,59 des voix. Je sais qu'il, gouverne avec un parti d'extrême droite, mais je ne me souviens plus le nom, et il y a eu 61,16 de participation, ce qui est 10 de plus que lors de la dernière élection en Ah ouais. 2015. Ah bah, vous Donc voyez, non, c'est pas une question donc voilà. d'abstention. Pas Ah explicite comme ouais, titre, la petite écoute, c'est pour les raisons qu'on a déjà répétées 4 fois, c'est qu'on fait tout à fait. on se fait plaisir ce soir. C'était les vacances, tout le Non, monde a le mais, droit un peu à avoir des eh, vacances. et puis la prochaine fois, vous serez à l'heure. Voilà, et vous ne raterez pas Grave. l'intro. Ça, on vous Et... expliquera dès le début, hein? Oh, eh oh. Et donc, bah, moi, je vous en avais spécifiquement parlé, mais je vais vous en reparler, c'est que le 27 octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne
a décidé de réagir par rapport à la décision qu'avait prise la Cour constitutionnelle polonaise, et d'imposer une amende d'1 million d'euros par jour à la Pologne pour ne pas s'être conformée à la décision de suspendre un mécanisme disciplinaire, des juges dans le pays. Alors je vous réexplique très rapidement si vous étiez pas là. En gros, la Pologne avait instauré une espèce de mécanisme dans le système judiciaire polonais qui permettait de faire pression plus ou moins sur les juges, qui permet toujours de faire pression sur les juges, en notamment instaurant des mécanismes disciplinaires, en gros en en les punissant quoi. Donc, l'Union européenne estimait que, cela portait atteinte à la neutralité, du pouvoir judiciaire et donc au respect de l'état de droit. La Pologne a donc été condamnée, ça avait fait un gros scandale, on en a déjà beaucoup parlé, donc on va pas trop s'étendre là-dessus, et la Cour constitutionnelle, elle, avait rejeté, début octobre, la primauté du droit européen sur le droit constitutionnel national. En gros, ce qu'elle disait, c'est que, bah, oui, mais non, là, l'Union européenne, vous êtes pas dans votre domaine, la constitution polonaise doit primer, et ça, c'était un peu problématique. Donc, c'est un bras de fer qui s'engage de ce côté-là, de tout entre la Pologne et l'Union européenne, et il y a la Hongrie dont on va reparler qui entre dans le lot aussi. Pour être honnête, c'est un énorme bordel. Donc de notre côté, les ministres des Affaires étrangères français et allemands, Le Drian et Ecomas, on dit Eco, vous savez? Je ne prononce jamais bien, ont publié une déclaration conjointe qui rappelle, que l'appartenance à l'Union va de pair avec l'adhésion entière et inconditionnelle à des valeurs et à des règles communes, et en gros, tout le monde là se pose la question de savoir comment, ce bras de fer va se dénouer. Est-ce qu'on parle déjà Polexit ou pas? Donc est-ce que l'Union européenne va, enregistrer un deuxième départ avec la Pologne? C'est peu probable, mais les tensions, sont grandes. Alors est-ce qu'on a déjà quelques petites réactions? Donc si Oui, oui, vas-y, vas-y. je te Non, mais laisse, peut-être les dire. Casimir nous dit 2 choses. Donc si l'Europe réplique avec des sanctions, ça va irriter une grande partie des votants et attiser le feu anti-européen, nous demande-t-il. Et il y a une deuxième remarque de, Vivi, c'est moi, qui mmh, nous dit: «Il y avait un autre bail aussi avec la Pologne par rapport aux LGBT+, où ils ont eu pas mal de pression de l'UE pour qu'ils se calment un peu». ouais, bah, c'est sûr que pour, C'est enfin pour il fait référence aux zones, je alors je ne suis plus exactement sûr du terme, mais en gros, LGBTQ free quoi, en fait, où, les minorités sexuelles n'étaient pas les bienvenues, je pense. ouais, bah, c'est une politique d'extrême droite, hein, donc entre ça, les migrants, le Premier ministre qui arrive en tenue militaire pour dire, dehors du territoire sacré de la Pologne, ça fixe un peu le cadre. Donc en fait, il y a vraiment une politique qui va pas avec ce que l'Union européenne porte jusqu'à maintenant en termes de valeurs et de droits fondamentaux, et c'est ça le gros souci de fond. La petite loutre nous dit, si j'ai correctement suivi le sujet, il y a aussi l'histoire que l'Union européenne commence à geler les financements tant que les droits ne sont pas respectés. Alors c'est pas tous les financements, mais effectivement était à l'ordre du jour la question de geler les 57 milliards pour la Pologne, qui étaient destinés à la base pour le plan de relance par rapport au Covid. Si jamais la Pologne se conformait pas à un certain nombre de choses par rapport au respect de l'état de droit. C'est pas encore fait. La Pologne a évidemment balancé un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, mais en tout cas, c'est une menace qui plane effectivement. Donc en plus de ça, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même 1 million d'euros par jour, hein, là, qui tombent pour cette histoire de cours disciplinaires. Donc c'est tendu, quoi. C'est tendu. Mais c'est intéressant parce que là, on est un peu au cœur, enfin, si on prend un peu du recul, parce qu'il y a 2 choses. Il y a déjà la première, c'est, ce que fait la Pologne, ce que fait la Hongrie sur, donc les minorités. On pourra discuter du fait que ça soit pour ou contre, enfin, si c'est à l'Europe de légiférer, de prendre des positions sur ça. Mais en fait, Mmh. ce qui est aussi important de faire, c'est peut-être essayer de regarder du côté de la Pologne, de CPA, donc ce qu'on appelle le groupe de Ouais, Visegrad, hein, qui est, République tchèque, Pologne, et Slovaquie et on Hongrie, qui est un groupe qui a été créé au XIVe siècle de pays, mais qui aujourd'hui un peu, ça revit pour faire vivre une identité un peu particulière en Europe. C'est des pays qui étaient sous le joug communiste pendant très longtemps, qui se sont libérés donc en 1991, et pour certains pays aussi qui, leur existence même a été remise en cause de nombreuses fois. Par exemple, la Pologne, je pense qu'elle a disparu 3 fois depuis la Révolution française. Dans l'hymne polonais, il y a quelque chose qui dit, «La Pologne n'est pas encore morte», enfin quelque chose de très sombre. Alors que nous, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, bon, le Royaume-Uni maintenant ils sont en dehors de l'Union européenne, mais on est des pays qui sont très sûrs de nous, on n'a pas eu des atteintes massives à notre souveraineté depuis longtemps. Eux, ils ont quand même cette crainte-là, ils sortent du joug, communiste, et ils se disent, alors là, je vais caricaturer, mais ils se disent: «Attends,
on n'est pas sorti du joug de Moscou pour que ça soit Bruxelles, des fonctionnaires complètement hors sol, qui connaissent rien à notre pays, rien à notre histoire. Ils sont venus peut-être 2 fois, pour aller boire des cocktails et visiter Auschwitz, Mmh. qui vont venir nous donner des leçons, en fait. Et et c'est aussi parce qu'il y a peut-être un souci d'incompréhension sur ce qu'est aujourd'hui l'Europe. Parce qu'il y a des pays qui souhaitent que simplement l'Union européenne, ce soit une Europe des nations qui fonctionne comme un marché commun et qui refusent que l'Union européenne puisse interférer dans les affaires intérieures. Et de l'autre côté, peut-être là vient l'incompréhension, l'UE, elle entend protéger la liberté, le droit des citoyens Bien sûr. où qu'ils se trouvent dans l'UE. Donc là, il y a peut-être un souci, mais là, bon après, je suis tout à fait d'accord que dire qu'il y a des politiques mises en place qui sont absolument, ignobles de la part de ces pays-là. Mais vis-à-vis vraiment de l'identité de la Pologne ou de la Hongrie, il faut qu'on soit l'Europe, il faut qu'elle soit en capacité d'écouter, leur identité et dire leurs craintes par rapport à leur identité propre. Je sais pas si tu vois Mais je veux ce que dire, je veux dire? à partir d'un moment où tu signes un traité, tu t'engages à le respecter, tu vois? C'est ça que je comprends pas, c'est qu'à un moment la Pologne et la Hongrie, elles ont signé les traités de l'Europe. Donc tout est écrit Mais dedans, enfin, c'est en fait, pas sur la question juridique, et c'est ce qu'on a parlé un peu la dernière fois, on mmh, pourrait dire que, oui, bon, la Cour suprême allemande, le Conseil constitutionnel français, ils ont déjà dit aussi, à certains moments que, bah, bien finalement, sûr. alors que le droit européen, la primauté du droit européen, elle arrive d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui est en 63, je crois, à un moment où l'Union européenne, c'est une question, enfin, c'était la Communauté économique européenne, Ouais, c'est une ouais, ouais. question exclusivement économique. Et là, on nous dit: «Non, par contre, on va mettre, juridiquement, nos normes, elles sont supérieures aux normes nationales». Je pense qu'il y a peut-être une incompréhension peut-être globale de la part des pays qui ont du mal à communiquer parce que ça crée des tensions qui sont très vives, très vite, en fait. Ouais, mais c'est politique, enfin, je veux dire, parce que juridiquement, moi, je suis pas sûr qu'il y ait tant de débat que ça. C'est vrai que les cours nationales ont souvent posé la question et titillé les limites, savoir à partir de quand on pouvait quand même affirmer une certaine primauté du droit national et notamment des constitutions. Et le Conseil concite en France n'est pas le dernier à le faire sur pas mal de points en réalité. Mais là, c'est compliqué parce que vraiment, là, on vient dire, bah, c'est le traité qui pose problème, Oui, je suis d'accord. alors qu'on l'a signé. Si ça vous dérange pas, je voudrais juste faire un petit rappel vite fait parce que je sais que c'est un bordel sans nom et on s'y perd tous dans toute cette organisation juridique, de l'Europe pour qu'on sache un peu enfin, pour qu'on soit tous d'accord sur ce dont on parle. Heu, En fait, les traités de l'Union européenne, il faut un peu les voir comme une constitution européenne, même si le terme il est loin d'être neutre politiquement et historiquement, mais c'est ce qui permet de fixer le cadre institutionnel de l'Union et de savoir un peu qui fait quoi. C'est également ce qui permet à l'Union de, légiférer dans tel ou tel domaine avec ce qu'on appelle des actes dérivés. Donc comprenez dérivés des traités. Concrètement, c'est des directives ou des règlements. Bah, ça, tout le monde connaît, tu vois? Et le parallèle avec l'organisation nationale, il est donc pas si difficile que ça. Vous avez d'un côté la constitution, donc les traités de l'Union qui fixent un cadre et de l'autre, les lois, les règlements, bah, ce serait le droit dérivé européen qui viennent, bah, eux, effectivement modifier, bah, l'état du droit applicable sur des sujets vachement précis. Une réglementation sur la pêche, par exemple. Et aujourd'hui, la base de l'Union, elle repose, sur 2 traités, en réalité, qui sont, le traité, sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur l'Union européenne qui sont 2 traités assez anciens qui ont été modifiés et revotés à Lisbonne et entrés en vigueur en 2009. Donc quand on dit le traité de Lisbonne, on parle de ces 2 traités-là et quand Jean-Luc Mélenchon et tout le monde vous parle des traités, il faut sortir des traités, c'est de ces 2 traités-là, qui, Négocier les traités, oui, renégocier les oui, bah, traités non, mais pour il le changer. dit plus maintenant, mais justement, on en Oui. parlera un peu tout à l'heure. Oui, oui. Et c'est de ces traités-là qu'on parle et en gros, le TUE, traité sur l'Union européenne, c'est le truc qui pose le grand cadre, les grands principes de l'Union, qui encadre l'action de l'Union, mais aussi les relations entre l'Union et les États membres et notamment les procédures à suivre pour changer les traités ou, par exemple, on a beaucoup parlé de l'article 50 pour le Brexit, bah, sortir de l'Union européenne. Bah, ça, c'est le traité sur l'Union européenne et le TFUE, lui, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, définit plus particulièrement les compétences entre l'Union et les États membres, c'est-à-dire quelles compétences appartiennent seulement à l'Union européenne, quelles compétences sont partagées entre les États membres et l'Union européenne, et cetera, et cetera. C'est un côté un peu plus technique. Mais en gros, et pour terminer là-dessus, il y a aucune compétence qu'a l'Union européenne qui n'a pas été explicitement transférée à l'Union européenne, même si on pourrait, sur des points très, très spécifiques, argumenter d'autres choses. C'est les États qui ont quand ils ont signé et ratifié ces traités, ont choisi à un moment de déléguer une partie de leur souveraineté à l'Union européenne. Enfin bon, on en reparlera peut-être un peu plus, tout à l'heure ou dans une autre émission. Mais voilà, je voulais faire ce petit point-là, pour
Oui, non, mais pour c'est être nécessaire. clair. En fait, soyons clairs avec Adrien, aujourd'hui, on s'est envoyé des liens. Ouais, L'Union des européenne, trucs, c'est un c'est bordel sans infect, enfin, c'est vraiment infect. pourtant moi, genre, j'ai étudié le droit européen un peu, enfin, c'est un bordel sans nom. Il y a des Ah ouais, acronymes ouais, dans tous ouais. les sens, il y a des initiatives, il y a des enfin, c'est vraiment très compliqué. Ne serait-ce que Conseil de l'Union, Conseil européen, Conseil de l'Europe, enfin bref, on y reviendra peut-être là, On c'est a pas on ou avait peut-être d'ailleurs pas, juste, je me permets, on avait trouvé un lien avec un schéma pas trop compliqué qui nous expliquait la procédure législative. Donc, par exemple, pour voter un règlement ou une directive, je vous le mets dans le chat. C'est le truc à peu près correct qu'on a trouvé. Sinon, c'est un bordel sans nom. Mais allez voir c'est le ça plus si ça vous simple. intéresse. Et Ouais, ouais, à c'est peu la près. procédure ordinaire. C'est le plus simple, c'est la procédure ordinaire. Il y a un élément d'actualité quand même là sur, la Pologne qui est soulevé par Camocato de manière Ouais, tout à fait j'avais pas, surprenante. pas vu. À voir si l'UE montre les crocs pour protéger les frontières polonaises contre l'arrivée Mm. massive d'immigrants biélorusses. Si l'Europe de l'Est est entrée dans l'Union pour se trouver un nouveau papa, ce sera un test intéressant. Si l'UE est à la fois en contradiction avec leurs mœurs et impuissante à les protéger. 3 points de Ah bah suspension. oui, c'est C'est les ça la, images la qui ont fait le réaction de tour. Marine Le Pen et tout là Oui, qui a. les Ouais, images ouais, ont fait ok, le tour. Alors tout à là fait. là, attends, juste moi avant de te laisser réagir peut-être, Adrien, je veux juste Ah non, non, ajouter vas-y, quelque vas-y, chose par vas-y. rapport à ce que dit Kamokato, qui est que, par rapport au papa, se trouve un nouveau papa, l'Europe de l'Est est quand même, sur les questions stratégiques et les questions de défense, compte beaucoup plus sur les États-Unis que sur, l'Union européenne pour les protéger. Donc le papa, il est à Mm. Washington, il est pas à Bruxelles. Je pense que là-dessus, toute l'Union, enfin la plupart des pays de l'Est sont assez d'accord. Au fait qu'il y ait l'arrivée massive d'immigrants, qu'est-ce que quand tu parles de protéger les frontières polonaises, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut le repousser, il faut les inclure dans la société, enfin, là, c'est un test intéressant, moi je suis d'accord, mais comment réagir? Pour l'instant, c'est plutôt, de la construction de barrières, donc on Bah les c'est ça, repousse. les barbelés M quoi. mais est-ce que l'Europe devrait faire autre chose? Parce que l'Europe, enfin, pourquoi la Pologne a besoin de l'Europe là? Je veux dire, enfin, il y a Frontex qui est, encore une fois, ça fait partie de ces nombreuses agences européennes qui donc est censée garder, les frontières. Mais, en quoi on est censé l'Union européenne est censée empêcher les migrants biélorusses d'entrer, alors même que pourtant ce sont des migrants qui défendent l'état de droit que promeut l'Union européenne. Là, on a quand même une contradiction, Tout à fait, mais la question se pose, à quoi sert l'UE pour les Polonais si l'OTAN leur sert déjà de et ben, bouclier? la Pologne la Pologne, c'est depuis 2004. Alors je ne suis pas 100 sûr de moi, je suis pas 100 sûr que ce soit 2004 ou depuis 10 ans, donc 2011, mais c'est le pays de l'Union européenne qui a eu le plus haut taux de croissance. Donc en fait, bah, la Pologne, finalement, les Polonais, ils sont contents de l'UE parce que ça leur a permis d'avoir accès à un marché. Il y a une économie quand même dans l'Union européenne. C'est pas Et que, c'est par exemple, enfin, on sait que oui, économiquement, ils ont beaucoup de cartes à jouer à l'échelle européenne. C'est par exemple là où il y a beaucoup de textiles. Si tu veux le faire fabriquer en Europe et généralement le moins cher, bah, ça va être en Pologne par exemple. Donc ouais, il y a beaucoup d'éléments de croissance disponibles, hein. Ouais, j'avais mmh, vu des trucs passer quand même. Il y a des chiffres, un peu frauduleux qui circulent en Pologne. Un peu comme avant le Brexit, on a oui, on a perdu, quasiment 500 milliards depuis qu'on est rentré dans l'Union européenne. Donc il faudrait voir un peu, ce qu'il en est en vrai. pour le Mais, Brexit, j'ai des chiffres, on y reviendra, mais la petite ouais, loupe nous dit: «C'est le sujet du mirage de l'Europe de la défense versus les perfusions de la BCE, votre débat». Alors, on reviendra justement dans la dernière là, on vous fait un petit peu un état des lieux aujourd'hui des grands débats qui sont donc la Pologne, après moi je vous parle du Brexit. tout à fait. Dans une deuxième partie, on verra un petit peu ce qu'en disent les Français et puis après on va parler des pistes et du futur. Les perfusions de la BCE, on peut aussi, penser au pacte de stabilité et l'Europe de la défense, on aura enfin la place de l'Europe dans le monde, donc ça comprend l'Europe de la défense, mais il n'y a pas que ça. On aura l'occasion d'en revenir d'ici une demi heure, Mmh. trois quarts d'heure. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais, ajouter Je voulais sur juste. Bon, Non, oui, vas-y. vas-y, Non, Edouard. juste pour Non, non, finir vas-y, sur vas-y. l'idée de montrer les crocs, ça me fait penser aussi que sur le plan, cette fois-ci pas étatique, donc c'est encore autre chose, mais sur le plan par exemple corporate, enfin, l'Europe a tendance à être une des instances les plus antitrust du monde. On sait qu'ils ont eu des jugements très forts contre de très grosses corporations. Enfin, je pense pas que l'Europe soit une entité, et la Commission européenne tout particulièrement, soit une entité qui peine à montrer les dents dans des conditions où elle peut le faire. Mais effectivement, je pense que c'est là parce que c'est aujourd'hui plus difficile parce que ça se discute peut-être plus dans le fond. Mais parce que là, tu parles de l'antitrust contre des entreprises américaines, pas Mmh. contre le gouvernement d'un État membre, pour des questions de valeurs. Non, pas contre le gouvernement, mais contre contre des initiatives européennes corporate et des entreprises européennes, ce genre de choses. J'ai quelques exemples que je peux sortir.
qui me font penser que, enfin, même en intérieur, à des choses qui pourraient bloquer fortement la croissance économique interétatique européenne. Ils ont parfois quand même déjà aussi, ils se sont déjà exprimés. Je pense à des trucs où ils ont jugé des non-compétitivité ou ce genre de choses, alors que c'était pas forcément le cas. Des situations où c'était assez délicat d'un point de vue économique et industriel. Je pense pas que l'Europe On, soit juste, enfin, en tout cas, timide à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment juste que on- je pense qu'ils peuvent on pas. y reviendra parce qu'il y a notamment le Fit for 55, donc le Green Deal européen, et puis la question du devoir de vigilance, qui sont des initiatives qui vont être développées l'année prochaine. On y reviendra un peu en fin d'émission. Tout à fait. L'aptitude me dit l'OTAN dans la mesure où les USA ont une ligne de conduite niveau politique étrangère depuis Obama inclus, qui consiste à se recentrer sur leurs propres intérêts et l'océan Pacifique. L'OTAN sert de moins en moins de bouclier. Si vous n'êtes pas d'accord, parlez-en aux Ukrainiens. Oui, mais pour, la Pologne, mieux vaut toujours, Washington que Bruxelles, et c'est vrai d'ailleurs, mais c'est pareil, on en reparle dans cette dernière partie de quelle est la place de l'Europe dans tout ça. Tu avais d'autres choses à dire sur la Pologne, Adrien? Non, non, bah, on aura peut-être l'occasion d'y revenir de toute façon, à l'avenir, donc Oui, oui. Non, voilà. mais c'est intéressant de voir parce que c'est un problème de l'Europe de l'Est, Ouais, mais tout en à fait. fait qui s'est, déporté dans nos pays où on a bien vu, Marine Le Pen chez Orban, là, il y a quoi, la semaine dernière, où expliquer Tout à que fait, c'est ouais. vraiment pas bien et cetera. Bon, moi, je vais revenir rapidement sur le Brexit parce qu'on peut penser que c'est un événement qui date du 23 juin 2016, date à laquelle les Britanniques ont voté à plus de 52 pour, la sortie de l'UE. Mais, en fait, on en parle encore aujourd'hui. Le Brexit était je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un choc pour l'UE, parce que c'était pour la première fois qu'un pays sort de l'Union et non n'y rentre. Et rien, ou presque, hein, n'était prévu pour faire face à cette situation qui a entraîné deux difficultés. Premièrement, comment envisager la relation entre le Royaume-Uni et l'Union à la suite de la sortie, et comment gérer politiquement cette sortie, que ce soit au niveau interne britannique, ça a coûté d'ailleurs le poste de Premier ministre à Theresa May, et à Bruxelles. Je vais pas, revenir sur, toutes les péripéties, je les avais notées là, mais je me rends compte que ça va être vraiment pénible. Je laisse le spécialiste dans le chat, je sais qu'il y a Casimir et Whisky the Kitty qui sont des vrais spécialistes du Brexit pour compléter ce que je vais dire. Mais en gros, juste quand même pour rappeler les grandes échéances, à quel point c'était, le bordel. L'accord de retrait, donc il était approuvé lors du Conseil européen du 25 novembre 2018, puis rejeté 3 fois, donc les 15 janvier, 12 mars et 29 mars 2019 par le Parlement britannique. OK? Mhm. Donc là, on ne savait pas comment allait se passer le Brexit. Alors le Brexit qui était prévu pour le 29 mars 2019 a été repoussé au 12 avril 2019, puis au 31 octobre 2019, puis au 31 janvier 2020. OK? Un nouveau traité est signé, finalement ratifié le 9 janvier 2020 par la Chambre des communes. Yeah! Et le Parlement européen ratifie l'accord définitif le 29 janvier suivant, ouvrant enfin la voie au Brexit, qui était effective au 31 janvier 2020 à minuit, au 31 décembre 2000, 1er janvier 2020 à minuit, je pense, heure de Bruxelles. Mais il y a eu une période d'un an où les règles les règles de l'Union européenne s'appliquaient encore au Royaume-Uni jusqu'au 1er janvier 2021. Bref, enfin là, je l'ai fait vraiment rapide, mais on peut voir déjà quel bordel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les news, on parlait que de ça. Les accords qui étaient acceptés, enfin les négociations à Bruxelles, et puis le Royaume-Uni qui revenait sur sa parole, parce que d'ailleurs, entre-temps, ça, on ne l'a pas dit, mais Boris Johnson est revenu quand même 2 fois sur sa parole, sur un engagement pris au niveau international. Bref. Vendredi dernier, donc là, je vous parle du 5 novembre 2021. David Frost, le secrétaire d'État britannique au Brexit, a tenté de mettre la pression sur la Commission européenne lors d'une rencontre sur la question épineuse du protocole nord-irlandais, sachant que c'est le bordel encore en ce moment sur la question des licences de pêche. Rapidement, avant de parler, de rentrer dans un débat sur le Brexit si vous le souhaitez, enfin en tout cas si vous avez des questions ou des commentaires, en ce qui concerne l'Union européenne, pourquoi est-ce que les Britanniques ont décidé de partir de l'Union européenne? C'est parce que, comme tu l'as dit, Adrien, on nous avait promis des chiffres mirifiques. Ils allaient gagner plein d'argent, plein d'emplois allaient être retrouvés par les vrais Britanniques. En gros, l'Union européenne, ce n'est que du négatif. Et bien, en fait,
D'un point de vue politique, c'est un peu compliqué parce qu'on se rend compte que là, je pense que nos amis qui vivent au Royaume-Uni peuvent nous dire quelle est la situation, mais il semble qu'il y ait des shortages, enfin, en tout cas des manques dans beaucoup de secteurs de l'économie, parce que notamment il manque des camions qui viennent délivrer des biens au Royaume-Uni. Mais en plus, une étude de l'OCDE pardon, estime le coût du Brexit entre 2,7 et 7,7% du PIB à l'horizon 2030. Alors vous pouvez me dire oui, l'OCDE, gna gna gna. Non, une analyse réalisée par l'État britannique, je vais vous mettre les liens après dans le chat, qui était à l'origine confidentielle, mais qui a été révélée en janvier 2018, considère que la croissance britannique perdra entre 2 et 8 points de PIB dans les 15 ans suivant le Brexit, du fait du Brexit. Voilà. Je vais finir avec les chiffres rapidement en disant, mais qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui, les Britanniques? Eh ben, il y a eu une étude qui est sortie en juin, qui a été faite par un institut officiel britannique dont le nom m'échappe, et j'ai pas noté la référence, j'en suis désolé, mais en fait, 80% des gens revoteraient la même chose. Mais la Mmh. certitude de revoter la même chose est plus forte chez ceux qui veulent rester que chez ceux qui veulent partir, excusez-moi. Donc en fait, ça voudrait dire que si on devait revoter demain, bah, le Brexit, c'est pas sûr qu'il arrive. Ouais, Mais ouais. cependant, l'étude indique aussi que s'il y avait un vote demain pour revenir dans l'Union européenne, les Britanniques voteraient probablement pour refuser de revenir dans l'Union européenne. Donc on voit que c'est un bordel sans nom que j'ai essayé de rendre un peu, lisible, mais honnêtement, le Brexit, on a dit: «Est-ce que la Pologne risque de quitter l'Union européenne?» Mais attends, Ouais. quand on regarde un pays comme le Royaume-Uni, qui est donc la deuxième ou la troisième économie de l'UE, en fonction parce qu'avec la France, ça se tire toujours un peu la bourre pour savoir qui est devant. Un pays qui prend, excusez-moi du terme, mais qui prend très, très cher en termes économiques et politiques. Je pense que des plus petits pays comme la Pologne vont se dire, enfin, en tout cas, vont réfléchir à 2 fois avant d'envisager sérieusement de quitter l'Union européenne. Alors on a pas mal de réactions à ce que tu dis, Excusez-moi, mais j'ai fait un peu un tunnel, ah non, bah, mais t'inquiète. je t'en prie, je laisse la parole au chat. Déjà la petite loutre nous dit: «Beaucoup trouvent que c'est une belle réussite finalement le Brexit, se débarrasser des Anglais qui étaient pas intéressés par la coopération européenne sans avoir à les mettre dehors nous-mêmes». Il dit que c'est pas son opinion, mais qu'il est sûr que Bruxelles n'en espérait pas tant. Alors est-ce qu'il y a pas un peu ce côté-là, nous on est content de plus les voir les roast beef? Je sais pas, tu vois? Bah, le fait est qu'ils sont entrés dans l'Union européenne en 73 et dès 79, Margaret Thatcher, elle commençait déjà à faire chier, excusez-moi du Ouais, ouais, terme. tout à fait, ouais. Et puis ils ont refusé Schengen, ils ont refusé l'euro, ils ont refusé beaucoup de choses. Parce Alors qu'en fait, en 2016, juste avant le vote du Brexit, David Cameron avait obtenu de l'Union parce qu'en fait, il y a quelque chose de l'Union européenne qui dans les traités, qui dit que la coopération doit être toujours plus étroite et David Cameron avait réussi à faire en sorte que cette provision-là ne s'applique pas au Royaume-Uni. Donc oui, mmh, effectivement. mmh mh. Oui, I want my money back, nous dit la petite loutre, tout à fait. Cachemire nous dit qu'il a enfin de l'essence. Bah, bravo à toi. Non, mais Des c'est vrai qu'il y a enfants. eu mais il y avait un manque, il y Ouais, avait ouais, mais l'armée qui ça, a été c'est la déployée à mais bien Londres, sûr. faire Mais parce que, bah, on s'est rendu compte que finalement, les immigrés, ils faisaient les boulots que personne d'autre voulait faire et ma foi, bah, tant pis. Mais alors moi, j'ai quand même une question par rapport et ça, c'est vraiment personnel, c'est que tu nous parles de l'étude là, le du quoi? C'était l'OCDE ou l'État britannique? Je sais plus, il y en a les 2 en points de fait, il y en a 2, d'accord. il y en a une de l'OCDE, je vais les mettre dans le chat, et une du gouvernement britannique. Et donc on perdrait entre quoi? Entre 2,5 et 8 points de croissance, c'est ça? J'ai moi, je me pose quand même la question, on nous avait prédit déjà que le Brexit n'arriverait jamais, genre Mmh mh. vraiment, hein, on a dit: «C'est pas possible, même s'ils votent, ils reviendront forcément dessus, ça n'arrivera jamais» et que le lendemain du Brexit, l'économie anglaise allait complètement s'effondrer. On avait les prévisions les plus catastrophiques, catastrophistes là-dessus. Est-ce que ça, c'est pas dans le même, du même acabit, tu vois? Si, probablement, mais parce que là, en fait, on est encore aussi aujourd'hui dans une situation, enfin, vous avez vu le protocole nord-irlandais, donc qui consiste à ne pas mettre de frontières physiques en Irlande, parce que pour éviter une Mmh. nouvelle guerre, Bien sûr. civile, permet encore, des droits de douane qui sont encore allégés. Il y a encore même vis-à-vis du Royaume-Uni pour l'entrée des biens, il y a encore, des provisions qui ne sont pas appliquées. Donc l'Union européenne, elle a quand même été assez, je sais pas exactement quel terme employer, mais elle a été assez cool, elle a pas mis le Royaume-Uni dans la merde à un Mmh. moment où en fait, enfin, Boris Johnson en 2020, il a quand même dit: «Ah au fait, vous vous souvenez l'accord qu'on avait signé? Bah, j'en veux plus». Oui, L'Union c'est européenne vrai. aurait très bien pu dire à ce moment-là: «Bah, en fait, écoutez les gars, ce qu'on va faire, c'est on va vous laisser sortir». C'était un peu la position de la France. Mieux vaut avoir pas d'accord que d'un accord nul, et s'il y avait eu pas d'accord, là, le Royaume-Uni aurait été dans une merde noire parce qu'il y aurait eu rien de possible entre la France et entre l'Europe et Oui, le mais Royaume-Uni. par ricochet, nous aussi. Enfin, je veux dire, on peut pas dire non à la première place boursière d'Europe et puis s'en foutre complètement des conséquences. Ça marche, Mais moins, parce que l'autorité Ah bancaire oui, européenne est à Paris maintenant, elle est plus à Londres, tu vois? ouais, oui. ouais. Par exemple, et beaucoup de OK. financiers, je sais que là-dessus, nos amis de Londres, encore une fois, peuvent nous dire, mais il y a beaucoup qui partent,
en Allemagne, en France, aux Pays-Bas. Tu voulais dire quelque chose, IDB? Oui, non, non, mais c'est exactement ce que enfin, j'allais juste concorder et par rapport à ce que disait Adrien, non, non, je pense qu'il n'y a aucun risque pour nous, enfin, il n'y aurait eu aucun risque pour nous sur le moyen terme. À court terme, peut-être, et encore très peu, mais enfin, je veux dire, dans le cas où on faisait une fracture violente, si on décidait d'agir comme on nous chante ou de réagir en punition à ce genre de prise de position de Boris Johnson, je pense qu'on s'en serait quand même beaucoup mieux sorti en Europe qu'au Royaume-Uni si ça a été une violence pure et directe. Mmh. Parce que je pense Bah, qu'effectivement, comme le dit Alexis, toutes les prévisions économiques qui étaient faites au tout début du débat et Brexitera pas, elles sont pas là. Enfin, moi, on nous avait vraiment prédit que ça allait, que ça allait exploser, tu vois. Enfin, parce que comme le dit Alexis, l'Europe a fait ouais, ouais, ouais. beaucoup de concessions sur le pacte de sortie. Enfin, moi, je me sens un peu, à titre personnel, quand même, comme si on nous avait vraiment fait miroiter un truc incroyable. Kamokato nous dit dans le chat, pour les Ouais. prophéties apocalyptiques du Brexit sont aussi terrifiantes que les promesses de Maastricht étaient enivrantes. Et j'avoue que je le perçois un peu comme ça, tu vois. On nous a vendu le truc, ah non, non, surtout, si vous sortez de l'Union européenne, votre pays va prendre feu. Mais ok, ils n'ont pas eu d'essence, tu vois. Mais manifestement, la Grande-Bretagne est encore là, quoi, tu vois. Oui, mais à l'inverse, où ils estimaient avoir, je sais plus combien c'était de millions de pounds, parce que là, tu parles d'1 million d'euros par jour pour la Pologne. Je crois qu'il Ouais, ouais, y avait ouais. ce fameux bus, il y avait ce fameux Oui, j'avais bus vu ce là, truc-là, avec c'était quoi? incroyable. 300 millions par jour, je crois, ou un truc comme Oui, ça? c'était à l'initiative de Nigel Farage, non? Je Nigel sais Farage, plus. ouais, Ouais. ouais. Donc, il y a 5 d'inflation. Je connais pas le taux d'inflation en France, donc je peux pas faire On va genre que c'est retrouver. énorme. Ouais, c'était Mais, 350 000 000, we send the EU, 350 alors là, 000 000, let's fund, notre système de santé, la instead. NHS, ouais, Ouais, la voilà. NHS. Mais Ouais, je tout crois, à je crois qu'en fait. France, on est à 1,5 ou quelque chose comme ça, Alexis. De l'inflation, donc voilà. Annuel, ouais. Difficile de jauger les impacts économiques en pleine pandémie, effectivement, et puis ça fait, Tout à comme on l'a fait, oui. dit, 11 mois que le Brexit est vraiment effectif. Donc, on pourra refaire un point dans 2-3 ans d'ailleurs, mais le fait est que c'est un bordel sans nom, en fait. Ouais, Donc, ouais, on dit que 4 bon, on a dit chiffres, Cachemire, pardon, nous dit 5 d'inflation. Cachemire. La petite Loutre répond, 4 cette année en France. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est parce que je Bon, vis un peu au on aura centre. le temps, hein, de faire le bilan de tout ça, de toute façon, comme tu dis, Mais Alexis. mais est-ce que enfin, je vais répéter parce que c'est quand même je veux dire, ça a été quand même si compliqué pour le Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça serait pour la Pologne, en fait? Ouais, ouais, Et puis en ouais, termes politiques, qu'est-ce que ferait ce la serait sans Russie si nom. jamais la Pologne sortait de l'UE? Enfin, c'est quand même une question. Et puis là, je sais plus qui teasait un peu la Pologne en mode, «Ah, le papa Poutine», ça plaît pas du tout, hein, parce que vraiment, c'est un sujet, sensible, on va Bah, dire, donc ouais, ouais. oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, ils se retrouvaient, sous l'impulsion, enfin, sous la coupe, soviétique. Ils ont la Russie, c'est l'ennemi numéro un, et c'est Mmh. ça aussi, enfin, je ne vais pas revenir sur la Pologne, mais c'est qu'il faut voir que pour la Pologne, nous, en France, la Russie, c'est pas l'ennemi numéro un, hein. La Pologne, c'est la Russie, c'est le numéro un. Donc celui qui va vous dire: «On va niquer les Russes», excusez-moi, et ben ça sera les meilleurs copains des Polonais, tu vois? Bien sûr, mais après, là où je peux quand même juste un peu rajouter un truc sur la Pologne, désolé, on y Yes. revient beaucoup, mais c'est que la population a quand même pas l'air prête à sortir de l'Union Oui, européenne, oui. et quand on voit les sondages et les manifestations de soutien justement, aux positions pro-européennes, on se dit que c'est pas pour demain le Polexit. Voilà, donc on verra, mais a priori, c'est quand même pas ça tout de suite. Très bien. Est-ce qu'on ferait un point rapidement là sur une petite transition sur, la relation France-Europe? Parce que Kamokato D'accord. a parlé de Maastricht, et c'est vrai que la relation entre la France et l'Europe, salut Vivi, c'est moi, bonne nuit. Oui. La relation, pardon, entre la France et l'Europe, a été toujours un peu conflictuelle, alors qu'on est quand même, ce qu'on appelle un moteur, hein, le moteur Mmh. franco-allemand. Ouais, ouais. Mais, Maastricht, c'est passé avec, 51 des voix, 51,06 je crois. Il y a eu quand même division à droite et à gauche. On pense notamment, et c'est marrant parce que c'était des divisions, à droite, on avait, Séguin contre Chirac, et Chirac qui était avec Balladur sur, oui, à l'Europe, et à gauche, on avait Mitterrand qui était avec Rocard à oui pour l'Europe, et puis, Chevènement qui disait non. C'est marrant parce qu'à l'élection présidentielle de 95, c'était plus du tout les mêmes alliances, mais les principaux partis de gouvernement se sont un peu déchirés là-dessus. Vous vous souvenez du traité de Lisbonne? Le non, le référendum non, 2005, 55 Mmh. quand même énorme. Le passage en force après, du TFUE par Sarkozy. Heu, enfin la relation France-Europe, non, elle est quand même elle est un peu compliquée. On critique, un peu là, on a critiqué un peu tous les pays de l'Union, enfin les peuples les pays qui font pas ce qu'on attend d'eux, mais nous, on n'est pas tout blanc non plus, non? Moi, je pense On n'est que pas ce les qui Européens parfaits, c'est résume, ça que je veux dire.
Ah bah non, mais ce qui résume très, très bien la position de la France et des Français sur le sujet, c'est la déclaration de Raffarin à l'époque: «The yes needs the no to win against the no». Personne n'y comprend rien et à partir de là, tout est dit, tu vois? Mais ouais. Bon désolé. Mais non, non, et j'avais un chiffre, parce que j'avais trouvé ça, alors attendez. C'était une étude de la Fondation Jacques Delors, donc bien sûr une étude, bah, on peut pas les qualifier d'être anti-européens, hein, la Ah, Fondation Jacques Delors, je pense que vous pas serez d'accord avec moi spécialement, non. là-dessus. Qu'est-ce qu'ils avaient? Voilà, donc ça date de mai 2020, donc les chiffres, ont été récoltés avant la crise, Covid. Je ne sais pas si c'est un grand impact, mais en gros, c'est intéressant, c'est que 58 des Français ne font plutôt pas confiance à l'UE. Mmh, C'est un score qui a bondi de plus de 10 points depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui est quand même le président le plus europhile depuis Valéry Giscard d'Estaing. Et ces 58 points sont 11 points au-dessus de la moyenne des autres pays européens. Et en fait, en mai 2020, la question avait été posée aux Britanniques aussi. Et la France, c'est le pays qui est le plus méfiant vis-à-vis de l'UE, enfin les peuples, mmh. avec l'Angleterre, avec le Royaume-Uni. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, les Français, ils ne savent pas, ils ont du mal à comprendre comment marche l'Union européenne. Parce qu'en gros, 64 s'estiment éloignés des questions, européennes, et 16 se disent uniquement bien informés. Et enfin, après j'ai arrêté avec les chiffres, pour toute la soirée, je vous promets, je crois. Ils sont que 31 à disposer d'une information suffisante sur le fonctionnement de l'UE. C'est un peu ce qu'on disait avant, le bordel sans nom qu'on évoquait avant. Ça place la France en dernière position des pays européens. Donc là, il y a quand même un truc qui m'a choqué, moi, parce que j'ai l'impression qu'on était plutôt, globalement, même si on a vu les référendums, aujourd'hui, la question de l'Europe, elle se pose quand même moins, alors que ces chiffres montrent, bah, que si on se faisait, enfin, je veux bien qu'on va faire un Frexit, mais c'est énorme. Bah, pour être honnête, moi, je pense que le référendum de 2005, ça pèse encore énormément sur la vision qu'on a de l'Europe. On en parle encore tellement. On nous a demandé notre avis: «Est-ce qu'on veut une constitution européenne?» Les Français ont dit: «Non» et 2 ans plus tard, bah, si, en fait, on va le faire passer au parlement quand même et on va appeler ça traité de Lisbonne. C'est je veux dire, encore aujourd'hui, dans les débats politiques, il y a quasiment pas un débat sur l'Europe où c'est pas évoqué, ce truc-là. Donc ça, je Mais pense que ça a ça, été c'est une perçu par beaucoup rupture. comme une trahison, quoi, enfin, Mais bien vraiment. sûr. Donc il y a ça et puis comme tu dis la complexité, mais je pense que c'est au contraire une preuve de lucidité de se dire, pas très bien, informé ou pas très bien, enfin ou pas disposer d'informations suffisantes sur les mécanismes de l'Union européenne. C'est tellement compliqué, sans rire, quoi. C'est Donc ouais. c'est enfin, là, ça va faire une transition avec notre deuxième partie, mais avant le Brexit, il y avait quand même beaucoup de, je voulais en parler, j'ai oublié, je vais le mettre ici, mais il y avait quand même beaucoup de partis, qui étaient d'opposition ou proches du pouvoir en Europe, qui avaient comme, objectif avoué un référendum sur la sortie de l'Union européenne. On Mmh. remarque que depuis le Brexit, il y en a plus du tout, en fait, il y en a aucun. Ouais. Même le RN, en France aujourd'hui, ne veut plus la sortie de l'euro ou de l'Union européenne. C'est Asselineau, qui nous a dit à Carac 88, nous a dit: «Connaissez-vous l'UPR?» tout à l'heure dans le chat. Il y a Asselineau qui nous parle du Frexit. Mais donc en fait, on a quand même 58 des gens qui font pas confiance à l'Europe, mais pourtant ils votent quand même massivement pour des partis qui sont pro-européens, hein, Oui. quand même. Et Ouais et ça nous amène puis donc du coup à ce que nous disent les hommes politiques en bah, ouais France, et puis vous allez voir que c'est pas clair, quoi. Genre non. vraiment pas Mais il clair est du tôt là tout. dans la campagne, on n'a pas les programmes, des candidats sur l'Europe, mais quand même, je sais pas sur quoi tu veux commencer, Adrien? Bon, on va commencer par ceux qui sont de base anti-européens, non? Je sais pas. Bon écoute, allons-y. Donc On vous voit dans le chat, n'hésitez pas à nous donner le chiffre final sur l'inflation. Je vois qu'il y a un débat qui tout à fait, fait il y a rage. débat. Est-ce que les 5 c'est l'Allemagne, l'Espagne ou Non, non, mais pas, sur les données globales, je suis 100% sûr de ce que j'avance, c'est-à-dire que les prévisions tournent aux alentours de 1 à 1,6% sur l'année. Maintenant, je suis en train de d'éplucher le projet de loi qui a été mentionné pour avoir l'information effective, puisque ce projet semble intéressant. Voilà, je Non, mais on reviens, pourrait je faire reviens. un on pourrait faire un sondage là, C'est on vrai pourrait c'est faire vrai un qu'on n'a son pas fait de sondage on n'a pas encore. fait de sondage, bah, tiens, est-ce qu'on ferait pas un sondage un peu global? Bah, ouais, hein. Un global un peu sur quoi? Est-ce qu'il y a une crise de l'Union européenne? Est-ce que Bah, non? moi, je Comment vous serais plus voulez? qu'à, je veux dire, Vas-y. vraiment sur un Frexit éventuellement. Ah, sur un Est-ce qu'il y a Frexit? des gens qui Allez, veulent un Frexit dans le allez. chat, tu vois? Parce que, On bah, est où là? on en parle, mais Le parti qui monte malgré le silence des médias, c'est le l'UPR. Non mais attends, j'attends de voir le attends, résultat avant de dire quoi que ce soit. on n'a pas le Ouais, même chat. t'exprimes pas, attention. Non, je ne dis rien, je reste neutre, je ne voterai pas dans le Attendez-moi, à Carac, c'est Carac qui dit ça dans le chat? Je le vois pas. Est-ce que c'était c'est il y a bien? longtemps, hein, je me souviens juste des Oh. interventions de nos. Eh ben, écoute, la petite loutre, tu viens de couper la poire en 2 quasiment littéralement. Ah bah tiens.
Heu, l'INSEE indiquait donc 2,7%, Oui, ce mais qui est alors moins ça, non, mais que ça c'est de l'inflation rapportée à 12 mois, glissant et tout, c'est un autre chiffre ça, c'est un autre Et on bordel. a perdu les derniers viewers de notre chaîne. À bientôt. Non, non, hem, mais c'est le problème, c'est que si tu fais un glissement à 12 mois, tu parles aussi du, tu prends en compte le taux de, enfin, c'est un taux composé, c'est pas un taux fixe. mmh. Mais si tu parles, non, mais si tu te mets à parler de taux composé, autant aller chercher le multiplicateur depuis 1901, et puis là, on est mal barré, tu vois. Enfin, Est-ce que c'est le moment où je sors la flûte à bec ou pas? Non, 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 ne va pas gâcher ton effet, on a une surprise sur la flûte, hein. Je me Oui, c'est vrai, souviens, c'est vrai. C'est on a vrai, une c'est vrai, surprise pour la on a flûte, travaillé donc un truc. je suis pas d'accord, mais on va pas en discuter ce soir. Eh ben, écoute, moi, je on vous fera une propose émission qu'on fasse économique, y a un pas de débat souci. spécial sur l'inflation, les méthodes de calcul de l'inflation par Moi, l'INSEE, j'irai boire des bières, hein, je vous le dis clairement. analyse comparative avec les pays de l'Union européenne, avec la petite loutre et IDB. Allez, allez, c'est Voilà, donc parti. n'hésitez pas à voter dans le chat. Peut-être qu'après, on fera peut-être que Whisky Tout à Audity fait. a une idée que je trouve assez pertinente, un sondage sur la confiance dans l'UE. C'est peut-être mieux que sur le Frexit. Ah, mais j'avais envie de voir, hein, je suis désolé, c'est un peu enfin, Ouais, c'est un mais peu j'avais racoleur, quand mais même bon. envie de voir ça, mais effectivement, oui, la confiance sera peut-être plus Et pendant parlante dans les que, résultats. pendant que les, attends, parce qu'on là, on parlait de quoi? On était parti sur les Union européenne, en tout cas ceux qui se réclamaient de Ceux qui cette votent Bah, faction. 1. même s'ils demandent plus forcément la sortie, on a Ouais, donc c'est assez intéressant de voir quand même, parce qu'on parlait du clivage gauche-droite la semaine dernière, c'est ceux qu'on peut mettre donc, aux extrêmes. Plus tu te rapproches du centre et plus tu es europhile, on a l'impression. ouais, Et du clair. coup, ceux qu'on met un peu plus à l'extrême gauche et à l'extrême droite, qui sont, en tout cas, eurosceptiques puis europhobes. Donc, enfin, en tout cas, Mélenchon, Montebourg, Roussel, pour reprendre cela, ils ne sont pas exprimés sur le fond, hein, concernant la brouille entre la Pologne et l'UE. Ils n'ont pas dit on est contre l'avortement, on est contre le droit des minorités. Mais par contre, une partie de la gauche estime quand même que le principe invoqué par le tribunal constitutionnel polonais, il est bon. Voilà. Donc il n'est pas question de renoncer à la souveraineté nationale. Et je pense on retrouve ce genre de positionnement à l'extrême droite, chez Marine Le Pen et Éric Zemmour. Tout Et à chez fait. certains LR aussi. Bah, notamment, enfin, on va en reparler. Camo Camocato, là, il nous dit: «Le terme d'anti-européen, europhobe est déjà un peu problématique, comme si la simple critique, de la technocratie bruxelloise revenait à nier l'existence d'un continent historiquement et culturellement si lié». Est-ce que Non, tu bien penses sûr, qu'il Non, Non, vas-y. mais quand on parle heu, d'Europe et d'anti-Europe, là, on parle surtout du on parle système, de l'Union ouais, européenne, voilà, donc du système mis en place est-ce et que tu as confiance dans le système, enfin, est-ce que tu as confiance dans les institutions de l'Union européenne? Après, c'est vrai que c'est vague, mais je pense qu'on peut déjà avoir une idée assez globale d'où on se positionne. Et Je mais vous tu as raison, c'est vachement difficile J'ai une de question pour vous dans le d'écrire chat, ça. du coup, c'est: existe-t-il un peuple européen? Et j'attends vos arguments. J'attends le débat entre la petite Eh, c'est loutre le et grand puis, oral de Sciences Po, et Camocato. démerdez-vous. Le sondage touche à sa fin. On a de manière tout à fait surprenante. Eh oui. Et du coup, est-ce qu'on peut en faire un sur, faites-vous confiance à l'UE? Ça vous va comme, phrasing? allez, 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 on envoie, on envoie. Vas-y. Excusez-moi, je le mets en Mais place. en tout cas, moi, dans ceux que tu as cités, les positions qui m'intéressent le plus, c'est celles notamment de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on avait encore il y a pas si longtemps, heu, notamment au Front national, on voulait absolument un Frexit. Alors on ne le formulait pas spécialement comme ça, mais il fallait sortir des traités et Mélenchon le disait aussi. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Alors c'est quoi l'alternative si on est contre les institutions de l'Union européenne, mais qu'on ne veut pas en sortir, en tout cas pas sortir des traités dont on a vu qu'ils pourtant, répartissaient les compétences entre les 2. Et ben, on renégocie les traités. Mais ça, Mais c'est comment? les mots magiques de Mélenchon, ça. On va Ouais. renégocier les traités. Il l'a dit, il l'a répété quand il a présenté l'avenir en commun à Reims, il y a 3 semaines, un mois maintenant. Et bien, il a simplement dit: «On va renégocier les traités». Après, quand tu lui demandes: «Et puis en plus, on va renégocier les traités», enfin, quand on y pense 2 minutes, c'est que Mmh. enfin, pareil que le Brexit, c'est un bordel sans nom. Mais là, honnêtement, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, il faut qu'on aille négocier avec les 26 autres États membres Ouais. pour porter une vision d'un pays français, sachant que l'Allemagne, enfin les pays du Nord, les pays du Sud, ils sont d'accord sur rien. Ça me paraît impossible. Bah, renégocier, c'est déjà un miracle qu'on ait réussi à en re-signer les traités parce que là 27, vache. Ouais, Ah oui, je sais pas. petite parenthèse, Cassimir nous dit: «Un député ici a ressorti Agincourt», donc Azincourt en français, Cassimir, et Waterloo pour justifier la grogne française sur la pêche. Oui, c'était assez marrant. Donc il y a un député qui Ah, s'appelle j'ai pas vu Rix, ça.
je sais plus comment, qui a tweeté que les Français étaient grumpy, donc grognons en octobre parce qu'ils se souviennent des défaites de Waterloo et d'Azincourt. Voilà, donc je pense que si jamais ça c'est le modèle de lecture de certains des hommes politiques britanniques, c'est quand même un problème parce que je pense qu'ici, tout le monde s'en fout. Jacob Rees-Mogg, voilà, c'est un stéréotype vivant le mec. Moi j'aimerais juste, pour illustrer un petit peu ce qu'on a dit sur l'utilisation, politicienne de l'Europe, j'aimerais revenir sur un point qui s'est passé la semaine dernière qui m'a beaucoup énervé. C'est, la petite Lou disait que sans Barnier, l'Angleterre aurait eu un meilleur deal vis-à-vis de l'Union Ah oui, tout européenne. à l'heure, ouais, ouais, ouais. Il a dit ça dans la chat et moi je veux reprendre cet élément d'actualité parce qu'il y a un mec, la semaine dernière ou il y a 2 jours, il s'appelle Christophe Castaner. Souvenez-vous, Christophe Castaner, qui était le ministre de l'Intérieur qui s'est fait gauler en boîte pendant la crise des gilets jaunes avec une dame qui n'était pas sa femme. Il a critiqué Barnier sur la situation de blocage actuelle sur le Brexit. En fait, Christophe Castaner, qui est le patron des députés de La République En Marche, donc c'est pas non plus quand même n'importe qui, il a mis en cause, c'était vendredi dernier, la responsabilité de Michel Barnier, qui était l'ancien négociateur du Brexit pour l'UE. Et il a indiqué que, selon lui, nos voisins anglais profitaient des imprécisions d'un texte qui n'a pas été négocié au mieux par Michel Barnier. C'est-à-dire que le mec, Christophe Castaner, a donc le culot d'aller remettre en cause des années de négociations de Michel Barnier avec des centaines de fonctionnaires pour arriver à un accord que les Anglais ne respectent pas. Tout ça pour un truc purement politicien français, parce qu'il y a aujourd'hui un risque qu'éventuellement que Michel Barnier soit obligé d'aller affronter Emmanuel Macron en 2022. Et ben moi, je suis désolé, je sors de mon rôle de neutralité, mais je trouve ça absolument ignoble et dégoûtant. C'est vraiment la politique telle qu'on ne veut plus la voir. Voilà, c'est tout. J'ai fait mon coup de gueule, je vais poster l'article dans le Non, chat et puis on peut passer à autre chose. tant qu'on est dans les opinions, si en plus de ne plus voir cette politique, on ne pouvait plus voir Castaner, je serais plutôt pour. Mais Non, arrête, mais non, mais c'est le politicien le plus clubber du gouvernement et tu veux le retirer. Non, c'est ouais, la manière, non, mais c'est la manière dont on utilise, on instrumentalise l'Europe pour des fins purement politiciennes internes qui moi, m'énerve beaucoup. Alors Michel Barnier, il est pas, enfin peut-être qu'on peut revenir d'ailleurs sur Michel Barnier parce que c'est pas pour ça que ça fait de lui un saint. Je sais pas, Adrien, lui qui est censé être pro-européen, il a pris une position un peu bizarre quand même sur ces questions de primauté du droit, non? Attends, vas-y, excuse-moi, il a pris une question. Bah oui, en fait, il a complètement retourné sa veste. Ça c'est Si on ridicule peut aussi le ça. dire, quoi, hein. Le mec a passé sa carrière quasi entière à bosser pour l'Europe et encore très récemment. Et là, on a un mec europhobe, on comprend pas. Enfin, moi, je sais pas. Donc, j'espère qu'on en saura un peu plus avec le temps et avec des explications. Mais là, moi, je peux pas vous dire. Si Oui, vous parce qu'en avez fait, compris dans le chat, n'hésitez pas. mais il a dit que il a remis en cause la primauté du droit européen. C'est un peu bizarre parce que quand même, c'était son atout, son atout Mmh, maître, sa carte maîtresse de l'Union européenne, enfin, de dire qu'il connaît, il a une stature internationale et là, il a ouais. je sais pas ce qu'il a fait, mais bon, bref. La petite Loute nous dit: «Je pense que c'est assez difficile d'admettre que Barnier n'a pas été bon. Il a usé des bataillons de négociateurs UK». Bah oui, il y a eu non serait-ce que 3 secrétaires d'État au Brexit qui lui ont, fait face. Alors, il y a eu des changements de gouvernement, mais quand même. Et oui, après, sur la scène politique interne, on peut lui reprocher des choses, mais cette sortie de Christophe Castaner était au mieux maladroite. Voilà, on peut passer à autre chose. On ne connaît pas la position, enfin, le programme de Macron. On ne connaît pas trop le programme de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, de Yannick Jadot, d'Anne Hidalgo, tous ces gens sur l'Europe, mais ils sont globalement pro-européens et c'est quoi? Circuler, il y a rien à voir? On continue comme ça? C'est quoi leur position? Enfin, historiquement, la position du PS, de l'UMP, Bah, circuler, il y a rien à voir, l'Europe comme ça, c'est très bien? eurocompatible, ouais, je pense. En vrai, sincèrement, hein, je pense que l'Europe, c'est un sujet qui est complètement éludé des questions de politique nationale et on l'utilise que lorsqu'on veut se mettre en opposition et à la limite faire miroiter un Frexit où, on va renégocier les traités, espèce de deus ex machina qui va tout changer en France. Au-delà de ça, on veut pas débattre de ça, c'est trop compliqué, on n'a pas assez la main sur les choses donc personne n'a envie de se dire impuissant face à ça. Donc je sais pas, je pense que vraiment, comme toutes les campagnes, on n'en discutera pas beaucoup. Alors que le débat sur l'inflation continue de faire rage dans Ouais, le j'avoue. chat. Bon, Je le bah, voilà, on limite, s'est je le trompé de limite au thème, les chat, gars, justement. désolé, hein. Ne le relance pas, ne le relance pas en vocal, je le limite au chat. Non, mais en fait, enfin, ce qu'on peut dire peut-être, là-dessus, avant de parler des questions d'avenir, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est là, Ouais, ouais, ouais. on peut être pour l'UE,
les valeurs portées par le projet politique et par Ouais. l'Union européenne, mais être contre certains aspects, hein, notamment on peut penser les règles budgétaires, les traités de libre-échange. Dire l'Union européenne, peut-être que c'est plus compliqué que simplement dire, un rejet total ou d'être un europhile, voilà, sauter, c'était quoi la station exacte du général de Gaulle sur le Cabri? Ah merde, oui, attends. Kamokato doit avoir ça. Oui, probablement. Mais je pense C'est qu'on peut trouver, voilà, un juste milieu. On entame notre dernière partie ou tu veux ajouter des choses? non, non, bah, allons-y, hein. Une dernière partie, ça me va. Bah, écoute, je te laisse l'embarras du choix, j'ai beaucoup parlé donc Bah, là, on va explorer un peu les pistes sur l'avenir de l'Europe. Quel avenir pour l'Europe? Et il y a pas mal de choses. Ben, pour moi, le problème et toute la question, c'est celle de la marge de manœuvre. Est-ce qu'on peut penser raisonnablement qu'une institution si technocratique et paradoxalement si dépendante des volontés des États membres puisse relever les défis économiques, sociaux, environnementaux qui nous attendent? Bah, écoute, peut-être, peut-être pas, on vous laisse en discuter un peu. Déjà, une première question beaucoup plus concrète, est-ce qu'on peut envisager encore un élargissement de l'Europe ou faut-il au contraire, bah, des Polexit, la Hongrie, dehors et un rétrécissement pour rendre le la chose un peu plus, viable et efficace? bah, ça, c'est une bonne question. Il y a des négociations avec donc, le 18 juin 2019, le Conseil des affaires générales alors le Conseil des affaires générales de, je ne sais pas quelle instance exactement parce que comme on dit, c'est un peu compliqué. Donc il y a des discussions avec le Monténégro, la Serbie, la Turquie et d'élargissement, donc pour les faire entrer comme États membres et des processus d'association, donc ça c'est avant l'élargissement, avec la République de Macédoine du Nord, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Alors le Kosovo, à mon avis, c'est pas demain la veille que voilà, mais donc en gros, on voit que l'ancienne Yougoslavie est, toujours en discussion avec l'Union européenne et la Turquie, un serpent de mer qui semble aujourd'hui, ça fait quand même depuis 2005 la Turquie, donc ça fait 15 ans. Moi, ce que je me demande là, c'est si enfin, là, je vais encore une fois sortir de la neutralité. Je pense qu'effectivement, vu le bordel du Brexit, ça a vacciné beaucoup de mouvements anti-européens, en tout cas pour demander une sortie. Mmh. Quand on voit la Monténégro, Serbie, Turquie, République de Macédoine du Nord, Albanie, Kosovo, la question qu'on peut se poser, c'est s'il doit y avoir encore des élargissements, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Parce qu'il ne faut pas confondre l'Union européenne et l'Europe, hein, on est tous d'accord pour dire que c'est pas la même chose. Mais jusqu'où est-ce que l'Union européenne a-t-elle vocation à aller? Bon, voilà. Parce que même si on parle de l'Europe, hein, si l'Europe, un des signes des référentiels de l'Europe, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, il était en Afrique du Nord, pardon, et on pourrait dire pourquoi, parce que dans ces cas-là, les pays d'Afrique du Nord ne pourraient pas rejoindre l'Union européenne. Bon. Où est-ce que ça s'arrête selon vous? Où est-ce que ça doit s'arrêter? Est-ce que ça doit Oui, s'arrêter, c'est un point de enfin, vue géographique? Est-ce que c'est un point de vue économique? Est-ce que c'est un point de vue des valeurs, des populations? Est-ce que, voilà, l'Empire romain est en Afrique du Nord, mais pas très longtemps, et son impact sur la culture locale, et enfin, la société locale à long terme est quand même différent que celui qu'il a pu avoir en Europe. Donc, enfin, ouais, ça faisait partie. Enfin, il y a des ruines romaines en Afrique du Nord, dans le sens où, du coup, il y a eu une culture européenne, enfin, en tout cas, de ce qu'elle était à l'époque à ce moment-là. Ma question, c'est vraiment ça, c'est où est-ce qu'elle doit se situer la limite, en fait? non, je comprends, mais moi, juste pour aller à l'encontre de ça, je pense, enfin, c'est bien évidemment que l'Union européenne n'est pas l'Europe, mais je pense qu'elle a quand même vocation, dans le meilleur des scénarios, à englober tous les pays qui peuvent être considérés comme européens, enfin en tout cas de ce bloc culturel, sociétal, comment on dit, enfin, civilisationnel, j'ai envie de dire, européen. Mais après, c'est vrai que là, tu vas commencer à te demander, est-ce qu'on va pas aller chercher la Russie? Est-ce qu'on va pas, enfin, Bah, est-ce qu'au final, tous les pays qui devraient faire partie de l'Union européenne, c'est pas tous les pays qui font l'Eurovision? ah bah non. Bah, Quel enfer! c'est-à-dire qu'on aurait, Non, Israël, par il y exemple, aurait Non, mais Israël, ouais, ou tout à fait. l'UEFA, les pays membres de l'UEFA. L'Australie. je- Pardon. non, mais je rigole bien évidemment, mais ben, je pense que tu fais l'amalgame de proximité physique, enfin, de proximité physique, ouais, de groupement physique plutôt, pardon, de groupement physique, de groupement culturel et de valeurs. Enfin,
t'es éligible à l'UE. Encore une fois, ça revient à ce qu'on disait au début, qui est de dire que, avant tout, tu signes avec l'Europe parce que tu es censé être d'accord avec eux, pas parce que c'est censé t'apporter directement des bénéfices Oui. économiques ou financiers. C'est parce que tu es censé te dire, bah voilà, moi je suis d'accord avec ce qu'ils disent de manière globale, à 95%, donc je vois pas pourquoi je m'allierais pas avec eux. Maintenant, je pense que si tu commences à te poser la question des pays d'Afrique du Nord et autres, oui, peut-être que tu peux trouver un argumentaire où tu vas dire, bon, on pourrait bien les faire rentrer parce que XY, mais au final, je suis pas Ouais. sûr Il y a que... déjà énormément de coopération hein, avec l'Afrique Oui, du mais Nord ça, non, mais et je veux par dire... rapport à l'Union européenne. Donc. Et puis il y a la globalisation, donc tu vas aller chercher la Bah, et puis coopération au monde au-delà de ça, entier. hein, il y a Mais déjà des systèmes entiers de coopération qui sont basés par rapport à l'UE, quoi. Mais c'est pas, mais voilà, mais ils sont pas directement inclus à l'UE parce que je pense que de manière définitive, si tu vas au fond des choses, il y a quand même peut-être un héritage ou même, enfin encore aujourd'hui, un état culturel qui fait qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on va pas tous être d'accord. Et voilà, s'ils ont pas envie de signer, c'est parce Mais qu'ils ont probablement Non, pas. bah, c'est une question de religion en vrai, hein, c'est tout. Hein. Enfin, une je question pense de que quoi? la question du Maghreb, c'est juste la question de la religion, il n'y a rien d'autre. Il Mais n'y aurait pas cette histoire d'Europe judéo-chrétienne qu'on aurait déjà intégrée depuis longtemps, les pays d'Afrique du Nord, à la construction européenne, je pense. Enfin bon. bah, pourtant une des valeurs, enfin, on peut estimer qu'une des valeurs de l'Union européenne, c'est quand même la laïcité. Bah, ouais, oui et non, parce que, enfin, je veux dire, tu as encore des hommes politiques aujourd'hui qui revendiquent l'héritage judéo-chrétien Oui, de et de attends, l'Union européenne, tu monsieur, vois? Moi, imagine je en pense que Allemagne. je serais pour, hein, la En laïcité, Allemagne, comme tu as un valeur, parti mais qui s'appelle encore les chrétiens démocrates. Imagine bah, les et chrétiens puis ici aussi, démocrates. hein. Parce Imagine, que non mais, imagine que le chancelier ou que le président français soit issu d'un. Non mais, en Allemagne, vraiment, pour Bah, le coup, le il y a donc. chancelier va être issu des chrétiens démocrates. Oui, ben voilà. Donc, c'est un peu difficile de dire que c'est la laïcité le socle Mais de c'est l'Union européenne, non? après ça fait bah, c'est partie pas pareil, effectivement, là. C'est pas exactement mais en fait, non, moi, ce que je voulais dire, c'est que là, on parle de ces valeurs-là, on est parti sur quelque chose de très spécifique, mais il existe une organisation internationale en Europe qui regroupe tous les pays de l'Union européenne, la Turquie, la Russie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, ça s'appelle le le Conseil de Conseil l'Europe. de l'Europe, ouais. Donc, je veux dire et quelles sont et pourtant c'est le Conseil de l'Europe, là, pour le coup, on est vraiment sur les valeurs parce que, on parle quand même, enfin, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, vous savez, celle qui, les grands méchants là qui ont fait leur affiche sur le hijab et qui condamnent la France là, ces empêcheurs de Non tourner mais, en rond. le- Là, c'en est quand même full valeur là non mais, et Ouais, mais pourtant on a la parce Russie, la parce Turquie que et ça a rien à voir. Enfin, je veux dire, mais la Cour européenne des droits de l'homme, c'est sur la question des droits fondamentaux. Donc c'est voilà, plus un exactement, accord exactement. international mais avec sur une les institution qui va valeurs. faire respecter cet accord-là que, une organisation à part entière comme l'Union Les, européenne, quoi. Enfin, les droits de l'homme, c'est un rez-de-chaussée, C'est une c'est pas un organisation. immeuble, hein. autre chose. Mais non, mais c'est un socle, c'est un Oui, plancher, oui, c'est non, un mais strict minimum, j'entends. tu vois. Et là, justement, la petite loutre nous dit: «C'est une union économique, l'Europe», ça me semble pas du tout la ligne de crête, les questions Bah, religieuses. c'est Ça plus que ça l'Europe, hein. C'est maintenant plus que justement, ça d'où le et il problème y a avec la la Pologne, en fait. bah, ouais, ouais, ouais et la question des droits fondamentaux, en tout cas, elle est là depuis un moment et la charte des droits fondamentaux, elle est intégrée aujourd'hui au traité, la valeur de traité donc en gros, tout ce qu'on avait plus ou moins mis déjà dans la CEDH, on l'a repris et c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui d'intégrer des pays comme, enfin, même comme la Pologne. On voit bien que, bah, là, aujourd'hui, on a une politique qui correspond plus à ces droits-là et qui garantit plus tout ça donc voilà, je sais Il y a pas. l'article 2 du traité de l'Union aussi qui nous parle Tout à fait. qui liste les valeurs qu'on va pas mais en gros, c'est celles que vous pouvez imaginer, je vous mettrai dans le chat après. Mais là, je pense que c'est un point de désaccord, enfin, c'est en tout cas un point d'incompréhension, c'est que l'Europe avait jusque-là et c'est ce que dit la petite loutre aussi au début Mmh. de la discussion, je me souviens, on était sur l'Europe agissait sur le marché, la circulation. Voilà. Là, aujourd'hui, elle nous dit: «Il y a les valeurs démocratiques». Bon, bah, très bien, on peut en débattre si c'est son rôle ou pas, c'est tout. C'est ça simplement que je voulais souligner. Voilà. Si vous avez rien d'autre, sur le sujet, moi j'aimerais vous poser une autre question et peut-être qu'on peut même faire un Un dernier petit sondage? un dernier sondage pour savoir si l'Europe doit-elle être à plusieurs vitesses ou en tout cas à 2 vitesses. OK? Ce que je veux dire par Alors, là, ouais, il faut être précis parce que là, tu vas avoir je laisse Adrien, le soin de le formuler à l'écrit pendant que j'explique un peu à l'oral de quoi on parle. D'accord, Adrien? Il est en Vas-y. train de il est voilà. Heu, il Si j'écoute. on Non, est mais 27. le chat est on fire, Alexis, Mais c'est Oui, pour je ça, sais, il y mais c'est très a... bien, mais je vais reprendre après, je veux juste introduire ce point-là pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. On est 27, OK?
à 27, il y a plein de sujets où il est impossible de se mettre d'accord parce que tous les pays n'ont pas du tout les mêmes attentes comme on a pu le voir. Là, si je vais prendre un sujet particulier, je vais pas rentrer dans les détails, vous inquiétez pas, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, OK? On l'a appelé mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et non pas taxe, parce que si on l'avait appelé taxe carbone aux frontières, ça demandait l'unanimité des 27 États membres, alors que le mécanisme ne demande pas l'unanimité. On est sur ce genre, excusez-moi du terme, d'enculage de mouche. Faut-il envisager donc de morceler les compétences de l'Europe pour que les pays qui souhaitent avancer ensemble plus vite sur certains sujets, ils le fassent très bien entre eux, mais qu'ils ne soient pas handicapés par les pays qui ne le souhaitent pas? Est-ce que finalement le futur de l'Europe ne passe pas par un morcellement de ses compétences? Est-ce que tu vois, est-ce qu'on peut tu peux trouver un Non, phrasé mais élégant pour poser une question là-dessus, tu vois? c'est bien. Vache, dur. C'était bien dit en vrai, hein. Non, mais le L'UE futur de étant une l'Europe, relique de la guerre. c'est très bien, le futur de l'Europe. L'UE étant une relique de la guerre. Attends, je vais lire les questions dans le chat pendant ce Ok, temps-là. donc pendant qu'on formule le sondage, Alexis rattrape le chat. L'UE étant une relique de la guerre froide, l'Afrique du Nord a joué son propre jeu dans la logique de bloc. Pas sûr que les pays musulmans voient d'un bon œil les droits de l'homme comme ils sont mis en avant en Europe aujourd'hui. Droit illimité de l'individu, promotion LGBT. D'accord, mais en fait là, oui, oui, non, mais on revient sur le sujet, d'accord. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais je veux bien noter ton point de vue. Hem, Regardons les employés des institutions européennes en milliers. Combien bossent sur les droits de l'homme, les valeurs? La petite loutre, je te charge d'une mission, c'est-à-dire de nous trouver la réponse à cette question. Donc, sur tout le combien il y a déjà de personnes qui travaillent, qui sont employées par les institutions européennes? Et là-dessus, mon cher ami, bon courage pour déjà trouver combien il y a vraiment d'institutions européennes, si elles sont financées par le budget de l'UE, par les États, par les régions, par et cetera. Bref. Versus combien bossent sur les questions de concurrence, d'économie de marché, et cetera. Et là, la réponse évidemment est qu'il y a beaucoup plus de monde qui travaille sur ces Mais bien questions-là que sûr. sur les questions des droits de l'homme. Moi, j'ai répondu, mais c'est parce que c'est le boulot du juge de faire respecter les droits, c'est pas le boulot de enfin, je veux dire et ça, le juge le fait, tu vois? Bah, Mais bon. c'est le boulot aussi de la commission visiblement. Est-ce qu'on a notre, Le sondage arrive, excuse-moi, c'est juste que ta formule était tellement bien que j'ai un peu la galéré question à du la procès retrouver. équitable? Ah c'est oui, d'accord, très bien. Non, mais c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. En fait, de facto, c'est déjà ce qui se passe avec l'euro, avec Schengen. Mais Mmh. est-ce que ça devrait pas être un mode de fonctionnement normal sur les traités les plus importants, j'ai envie de dire? Quand un État dit non à un traité aussi important que celui de Lisbonne, bon, bah, au lieu de mettre en péril la construction européenne dans son ensemble, est-ce qu'il vaut mieux pas avancer à 2 vitesses? Ça réglerait pas toutes les questions, ça réglerait pas non plus, parce qu'on en a pas parlé, mais il y a eu la Grèce, hein, il y a eu le Ah drame ouais, grec. ça, Ça on en a réglerait un pas peu ce genre parlé de dans le soucis? chat. Non, mais après le problème, c'est 2 vitesses. Oui, la première fois, quelqu'un refuse et quand c'est la deuxième, on fait à 3 vitesses, à 4 vitesses. Enfin, c'est quand est-ce que ça s'arrête? Et à partir du moment où tu acceptes qu'il y ait des États qui fassent un peu différemment, bah, tout le monde va avoir son jeu à faire. Donc, Je pense si que, moi, Français, je suis pas d'accord pour, me plier à telle réglementation dans tel domaine particulier, je vais faire valoir mon droit aussi. je Et pense que c'est à partir de là, enfin, quand tu dis deuxième, troisième, quatrième vitesse, ça vient tout de suite. Enfin, enfin, à ce moment-là, autant juste faire un traité et puis voilà, comme on a dit, de coopération avec l'Afrique du Nord ou autre, quoi. Enfin, voilà, donc. En fait, c'est parce que si on parle de plusieurs niveaux d'institutions européennes, on parle aussi de plusieurs avantages, enfin, de niveaux d'avantages différents. Je pense pas Oui, que bah, si on fait. c'est l'intérêt, oui. Oui, bien sûr. Mais je sais pas, Adrien semblait penser qu'on pourrait faire à plusieurs vitesses, que chacun obéirait pas de la même façon aux règles, mais qu'il aurait les mêmes avantages. Non, si tu obéis à d'autres règles, tu as d'autres avantages. Oui, oui, non, mais j'entends, mais ça voudrait dire négocier. En réalité, on reviendrait à une coopération qui serait plus, un assemblage de coopération, Interétatique. interétatique et point, donc Oui, oui, tout à fait. Oui, mais bon, pourquoi pas, ouais. hein? Ouais. Ah non, mais c'est sûr que. Oui, enfin, je pense qu'effectivement, par rapport au socle d'une Union européenne unique, ça n'a pas grand intérêt de commencer à faire 150 niveaux. Voilà, et puis enfin le futur. En fait, le problème avec le sondage qu'on vient de faire maintenant qu'on en discute, c'est enfin il y a tellement de sous-questions et je trouve que le sondage sous-entend un peu trop qu'on a forcément besoin d'une croissance avec des pays qui auraient besoin d'un morcellement, donc un autre niveau d'institution, alors que peut-être que l'Union européenne à un moment n'a pas besoin de continuer à croître. C'est plutôt, je pense que la question, c'est pas tellement qui l'Europe va-t-elle chercher, plutôt que qui va chercher à rejoindre l'Europe. Et là, on parle des pays qui sont déjà dedans. Mais enfin, oui, mais c'est juste que si ça ne Ah, convient plus
est-ce que l'Union européenne est remise en question si la Pologne décide de quitter l'Union européenne? Bah oui, je pense. Moi, Quoi? enfin, à titre personnel, je le pense parce que là, le Brexit a calmé tout le monde. Il y a un certain consensus sur le fait qu'on allait rester. Mais par contre, s'il y a un pays qui part dans les 5 prochaines années, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, tu aurais eu 0 entrée, 2 sorties. Mmh. Alors que ça n'était jamais arrivé avant. À un Mais moment, en c'est plus, où tu es pas. marginalisé sur la scène internationale, C'est tu es incapable de parler d'une seule voix sur les questions stratégiques, c'est terrible, tu vois? Bah, d'un point de vue stratégique peut-être, mais enfin, je suis pas sûr que l'Union européenne ait vocation à être stratégiquement optimale, enfin, dans sa croissance elle-même, tu vois. Enfin, Bah, on est déjà beaucoup après la question quand même de l'unanimité, elle pose énormément de soucis. Alors est-ce que c'est pas juste cette règle-là qu'il faut modifier? Et se dire: «Bah, OK, dans ce cas, on fait l'inverse, on donne, plus encore à l'Union européenne et on arrête avec ces réserves, de chaque État qui peut, sur les questions fiscales, dire: "Ah non, non, moi je suis pas d'accord finalement"». Parce que bah, c'est c'est pas ça, ça, c'est il l'inverse. faudrait, bah, et si on revient à l'idée que le droit européen, par exemple, doit primer sur les droits individuels, ce genre de choses, euh, enfin, il faut forcément, effectivement, peut-être mettre un tour de vis et dire, bon, maintenant, c'est dans l'Union européenne, c'est pour que tout soit valide. Si vous n'avez pas envie d'y être, n'y soyez pas. Mais, enfin, je veux dire, je pense encore une fois que c'est en réaffirmant en réaffirmant un bloc unifié et bien constitué, tu ne poserais pas, enfin, Mmh. tu bloquerais Mais pas forcément les pays. Enfin. De toute le façon, tout débat, ça, oui, voilà, peut le viser les débat pieds. là tourne un peu en rond. Il y a beaucoup de choses, hein, qu'on aimerait Bah et évoquer. Moi, puis je vous on aura propose que l'occasion d'en reparler, hein, voilà. parce que tout au long de cette campagne, on est sûr que ces sujets-là, ils Bah, vont ils vont au moins revenir un peu on n'a pas parlé de la présidence française de l'UE, ce qu'on pouvait en attendre. On n'a pas parlé de justement et de plein de choses. bah, du fameux Green Deal européen. On n'a pas parlé de Ouais. cette certaine volonté quand même du Parlement européen d'être extrêmement progressiste, sur beaucoup de sujets, parce qu'on a tendance à dire l'Union européenne, c'est une institution ultralibérale. On peut voir sur Mmh. beaucoup de sujets que c'est pas le cas, notamment sur le devoir de vigilance, sur le Green Deal, le Fit for 55. Donc il y a beaucoup de sujets. On va parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe, ça aussi, donc c'est-à-dire le lien entre les citoyens et l'Union européenne, comment faire en sorte de redonner une sorte de pouvoir et de sentiment d'appartenance aux citoyens. Voilà, il y a plein de sujets. Je vous propose qu'on en parle lors d'une autre Tout à émission. Le fait. risque de Bah, le marginalisation, la place de l'Europe dans le monde entre les USA, la le Chine. Green Deal, on pourra peut-être en retoucher 2 mots, lors de Oui, notre oui, prochaine émission mais sur l'environnement. Ce sera une peut-être, peut-être que début janvier, on pourra même faire une émission spéciale sur la présidence française de l'Union, peut-être même. tout à fait. Parce que voilà, là, je finissais juste sur, oui, il y a un vrai risque de marginalisation si l'Europe ne parle pas d'une seule voix sur la scène internationale. Bref, 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 il y a plein de Mmh. choses dont on aura l'occasion de rediscuter avec vous. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous préparer pour le prochain débat, hein. Mhm. Non? On vous rappelle que le prochain débat, on a déjà 2 participants et qu'on en voudrait un troisième. Donc n'hésitez pas, sur les questions d'environnement, à, à vous inviter avec nous. Un Non, quiz sur non, les non, méthodes de non. calcul de l'inflation à travers Non, les non, pays et non, les non, non, âges. la petite Oui, loutre. oui, Non, non, oui, oui, on fera oui. pas de quiz. On fera pas de quiz. On va faire une émission. Moi, Et moi, d'ailleurs, j'ai la envie petite qu'on Claude, parle vu que tu étais d'économie. pas là au début de l'émission, ça va être l'occasion de Faire rappeler un rappel, un voilà. petit rappel de nos prochaines échéances. Dimanche prochain, tournoi Mario Kart. Je sais que tu as une Switch. 17 h, les 9 premiers inscrits participeront avec nous à un tournoi exceptionnel Mario Kart. Donc on s'éloigne un peu des sujets politiques, mais ça ne nous empêchera pas d'en discuter. On pourra Euh, parler c'est pendant ce temps-là. tout Oui, à fait, oui, on bien Parler pourra, sûr. on pourra politique. discuter. Ce sera en live stream, hein. Il n'y a pas de. Ouais. Ah là là. Exactement. C'était quoi après? C'était le jeudi d'après? Bah non, le lundi, du coup, on va faire un petit, retour sur l'actualité. Attendez, je reprends le programme parce que je l'ai plus sous les yeux. Bien sûr, Whiskey the Kitty, on pourra regarder, ça sera streamé. On ne sait pas exactement, on n'a pas les modalités exactes encore de la manière dont ça sera streamé, qui sera en vocal et comment. Mais on proposera de nous rejoindre en vocal et bien sûr, ça sera streamé sur cette chaîne, Bien car sûr. nous vous rappelons que l'objectif, c'est de devenir affilié avant la fin du mois. Donc, Exactement. L'argent, messieurs, l'argent. Le tu as Donc oui, capitalisme. le 15 novembre, on fait notre petit retour sur l'actu à 21 h, un lundi comme les autres. Et jeudi 18 novembre, 21 h, soyez là, grand quiz Pokémon. Donc on vous le rappelle, hein, avec un lot, exceptionnel ou pas, on verra.
Ça Donc dépend de plein de pour, choses. Tout ça dépend de dépend, plein ça de dépend de choses. plein de choses, Ça dépend de plein de mais choses. Mais en tout cas, de... ça va être marrant. On le rappelle, Ouais. on fait ça le jour avant la sortie de Pokémon. Comment il s'appelle celui-là, Alexis? Le diamant, perle diamant étincelant, perle scintillante. Non. Ouais, Les c'est remakes de ça. Diamant Tu veux dire Perle. qu'on fait un quiz la veille du Alors, jour où le jeu sort? c'est ça. Si Eh jamais Nintendo veut nous envoyer un chèque, n'hésitez pas, mais pour l'instant, c'est pas prévu Comment? comme ça. Si vous nous regardez, Nintendo, Oui. Tout à fait. voilà, on fait, Hashtag pas on fait du sponsor. sponsor. On fait du sponsor. Non, pas pour l'instant, on n'en a pas. Mais Quiz quand on dans en un aura, il n'y aura jacuzzi pas de à problème. suivre. On y pense, mais il faut d'abord que vous nous donniez de l'argent pour acheter un Je jacuzzi. tiens à préciser un petit truc pour justement, comme on parle un peu de diversification, la chaîne s'appelle 66 millions et pas 66 millions de procureurs. Ça, c'est vrai. C'est peut-être qu'il y a des idées subsidiaires qui sont présentes, attention. Voilà. Voilà. Mais bon, ça, c'est du teasing pour d'autres choses, hein, bien évidemment. Tout à fait. Motomag, Alors, oui, tout à fait, Motomag. Et pour finir ce programme de novembre, le 22, donc 22 novembre, lundi soir à 21h, on va faire cette soirée débat sur le thème de l'écologie dont on vous a parlé. Encore un participant, une place disponible. Et le 29 novembre, on finit le mois par un quiz un peu plus traditionnel avec peut-être Kamokato qui sera là pour défendre son titre. Et oui, et à Carac, et puis peut-être qu'un nouveau contestant viendra Tout à s'ajouter fait. dans la liste des glorieux. Pour l'instant, vous prestigieux êtes deux, les vainqueurs. gars. Vous Voilà. êtes deux champions. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, vous savez nous trouver sur les réseaux sociaux. Et on vous le rappelle, mais il y a des contenus qui intéressent des gens autour de vous, notamment le quiz Pokémon et le chat, le tournoi Mario Kart. N'hésitez pas à les inviter à participer parce que nous aussi, on a envie de toucher un public plus large grâce à ce genre d'événement. Et oui, et Voilà, vos voilà. amis sont nos amis. Et vos Tout à fait. amis, ils savent nous retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est bien 66 millions d'amis, exactement. Je pense qu'on peut s'arrêter là, messieurs. Eh ben, très Qui bien. d'autre a gagné 66,6% des quiz auxquels il a participé, nous dit Kamokato. Ok, alors ça avance sur ça tes tease, stats. ça tease. Je ne sais pas si Akarak est encore là, mais je pense à Akarak que là, ton honneur est en jeu. Voilà, voilà. Oui, je pense qu'on peut arrêter là, sinon IDB. Merci à tous en tout Ok. cas de nous Bah, avoir. merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de Ouais, débats vous dans le étiez chat. chaud sur l'Europe. C'est C'était cool. chaud sur l'Europe et n'hésitez vraiment pas à nous dire parce que vous avez plein de trucs à dire. Donc n'hésitez pas à nous Mm. dire de quoi vous voulez parler parce qu'on voit que vous avez envie de parler. Donc dites-nous de Je quoi vous, vous voulez je vous parler. remets les liens vers nos différents réseaux, n'hésitez pas, hein, encore une fois. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, bah merci à On tous et on peut soigner notre sortie maintenant. Je laisse IDB Oui. faire ça. Il sait très à bien. Allez. dimanche. Allez. On se retrouve donc dimanche, effectivement. Manette en main, chaud dans les starting blocks. À bientôt pour 66 millions d'économistes. Franchement, je pense que je ne vais pas la lâcher cette idée-là. Sinon, merci à tous d'avoir participé. C'était sympa comme d'habitude. Le replay sur YouTube dans la semaine. Partagez à tous ceux que vous aimez et qui pourraient nous aimer. Voilà, Alexis vous montre son beau Mario Kart. Voilà, vous pouvez y jouer, quelle que soit votre Switch, quelle que soit votre plateforme, n'hésitez pas à venir. J'espère que vous aurez un bon Wi-Fi, que les dieux de la bagnole seront avec vous. Et sur ce, bonne soirée et à dimanche. Ciao, ciao. À dimanche, salut.